Bonjour à tous. Alors, allons-y. On va rapidement finir la séance sur le désir. Et puis, il nous restera, du coup, cette séance et la suivante sur vivre selon la nature. Et on en aura fini avec la philosophie antique. On va passer à la suite. Donc, je rappelle encore une fois le plan du cours, hein. Donc, l'idée, c'est déjà de présenter la question comment vivre sa vie dans l'Antiquité. Question que Socrate met avant celle de toutes les autres, hein. L'idée que c'est la question la plus importante. Cette question, elle prend une forme particulière chez Aristote, encore une fois, hein, c'est celle du souverain bien, l'idée qu'il y a un but ultime à toutes les actions, à toute la vie. On a vu l'idée que le souverain bien serait le plaisir, qu'on retrouve chez les hédonistes comme les Cyrénaïques et les épicuriens. On a vu les problèmes qu'avait cette théorie. Et du coup, je vous ai présenté une deuxième théorie qui est celle de la satisfaction des désirs, qui est l'idée que votre vie est d'autant meilleure que vous avez plus de désirs satisfaits ou moins de désirs insatisfaits. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'école spécifique qui défendait cette vue dans l'Antiquité, vu que les philosophies antiques sont quand même plus penchées sur l'idée de limiter les désirs. Mais on a étudié un peu le Gorgias de Platon parce que c'est un des endroits dans l'Antiquité où cette idée est discutée vraiment, hein, l'idée que la vie bonne consisterait à satisfaire tous ses désirs. Je vous ai dit qu'un des arguments principaux du Gorgias de Platon, c'est de dire que finalement c'est un peu ambigu. Dire que la vie bonne, c'est satisfaire tous ses désirs, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de désirs insatisfaits? Dans ce cas-là, il faut limiter au maximum les désirs. Et finalement, c'est peut-être pas si enchanteur que ça de plus avoir aucun désir. Mais l'autre côté, c'est d'avoir le plus de désirs possible pour les satisfaire. Et on a vu que Socrate dit, bon, bah, c'est un peu ridicule parce que on peut imaginer plein de désirs idiots, comme celui de voir se gratter, qui nous rendrait d'autant plus heureux. La théorie de la satisfaction des désirs, elle est surtout discutée au XXe siècle. C'est une théorie assez répandue. Elle a un certain nombre de difficultés que je vais te présenter aujourd'hui. Alors, juste avant de passer à ça, l'idée, c'était de revenir sur certains points sur la philosophie de Platon qu'il va falloir connaître pour la suite, qui n'étaient pas dans le Gorgias. Donc, si vous ne connaissez pas vraiment, c'est le moment de. J'en fais un résumé très rapide et après, vous pourrez vous documenter plus longuement. Donc, Platon développe cette idée qui est assez connue, qui est la théorie des idées ou des formes. Qu'est-ce que c'est? C'est l'idée qu'il existe deux types d'objets, hein. Il y a les objets qui existent dans l'espace et dans le temps, comme vous-même, comme la table, comme l'ordinateur. Et puis, il y a tout un tas d'objets dont on parle qui n'existent ni pas spécifiquement un endroit particulier. Donc l'exemple classique que Platon reprend aux pythagoriciens, c'est les objets géométriques ou mathématiques, hein. Par exemple, quand on parle des propriétés du cercle, on fait allusion à un cercle idéal géométrique qui n'existe nulle part ici. Quand je vous dis que le nombre 2 est pair ou qu'il existe un nombre premier entre 5 et 8, je parle d'objets qu'on ne peut pas voir ni toucher. Et l'idée de Platon, c'est que ces objets-là ne se limitent pas aux objets mathématiques et aux géométriques, hein. Quand on parle de la justice, c'est pas quelque chose qui existe uniquement dans la tête des gens. Il y a vraiment une vraie justice dont il faut trouver la définition. Il y a vraiment une vraie beauté qu'il faut connaître. Il y a vraiment un vrai bien qu'il faut trouver. Mais ces objets ils n'existent pas ici et maintenant. Ils existent dans un monde, celui des objets abstraits, qui n'est pas moins réel que le nôtre selon Platon, mais plus réel dans le sens où les objets abstraits, eux, existent de tout temps et existeront de tout temps, tandis que vous, vous existez depuis un certain moment et vous existerez pendant un certain temps, mais au bout d'un moment, nous allons tous disparaître. Donc nous sommes moins solides et moins réels, hein. Et donc l'idée, c'est que le but de la philosophie à travers le dialogue, c'est d'arriver à la connaissance de ces objets abstraits, hein. On dialogue pour savoir ce qu'est la justice, ce qu'est le beau, ce qu'est le bon, ce qu'est la tempérance, ce qu'est la vertu dans les dialogues de Platon. Et pourquoi est-ce que la question, c'est pourquoi est-ce que le dialogue amènerait à la connaissance de ces objets, hein, finalement? C'est pas évident. Je veux dire, si on part tous d'idées complètement fausses sur ce qu'est la justice, on pourra dialoguer, arriver à un point d'entente et arriver à une théorie complètement fausse de ce qu'est la justice, hein. On peut avoir des théories fausses complètement cohérentes. Et donc, la théorie de Platon, c'est que nous avons tous en nous-mêmes, en fait, un certain nombre de souvenirs assez vagues de ce qu'est la justice, de ce qu'est le beau, de ce qu'est le bon, parce qu'on les a vus à un moment donné avant cette vie. Et ce que fait ressortir le dialogue socratique, ce sont les différents souvenirs de ces objets. Oui, absolument pas. Il n'y a aucune trace, aucune suggestion que Socrate ait vraiment défendu ça. C'est clairement 100% du Platon. Comme j'essayais d'expliquer la semaine dernière, c'est un peu Socrate à cette technique du dialogue socratique qui consiste surtout pour lui à montrer que vous vous contredisez et donc vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous ne savez pas ce que vous croyez savoir. Mais Platon, lui, il va aller un peu plus loin que Socrate, hein. Il est pas, Platon, c'est pas le type qui dit je sais que je ne sais rien, hein. Platon, il sait plein de trucs, enfin, d'après lui. Voilà, l'idée, c'est plus de transformer le dialogue socratique en une méthode de connaissance de la vérité, et pour ça, il a besoin de développer cette théorie.
Parce que sa théorie explique comment le dialogue socratique arrive à une forme de connaissance métaphysique. Puisqu'on a chacun un souvenir de ces vérités métaphysiques, en dialoguant ensemble et en marchant ensemble vers une définition, on arrive à une connaissance et pas juste à dire, voilà, c'est ça qu'on pense vraiment. Voilà. Euh, donc voilà, ça je vais passer. L'illustration la plus célèbre de la théorie des idées, c'est de l'allégorie de la caverne. Donc je ne vais pas la refaire ici, ça prendrait un peu de temps. Si vous ne savez pas ce que c'est l'allégorie de la caverne, regardez, il y a plein de choses dessus, hein. Une image que Platon donne au livre 7 de la République sur ce qu'est la philosophie. Il explique que la philosophie, c'est comme sortir d'une caverne dans laquelle on montre les ombres d'objets, de marionnettes qui imitent les objets du monde extérieur pour aller voir les objets du monde extérieur. Donc il y a un degré de lecture très simple qu'on fait au collège qui est l'idée que voilà, la philosophie, c'est se libérer des opinions pour aller voir la vérité elle-même. Pas un truc un peu auto-promotion de la philosophie, hein, clairement. Mais il y a en fait le vrai sens de l'allégorie de la caverne, c'est pas moi qui le fabule, c'est juste que Platon est très sympa parce que juste après, il dit en fait, voilà ce que veut dire l'allégorie. Donc, le vrai sens de l'allégorie de la caverne, pour lui, c'est que la philosophie, ça consiste à sortir du monde des objets sensibles pour aller trouver des objets abstraits. Donc, l'idée, c'est que dans la vie de tous les jours, vous êtes confronté, par exemple, à différents objets qui sont plus ou moins beaux, voire des personnes qui sont plus ou moins belles. Vous êtes confronté à certaines personnes qui sont plus ou moins justes. Mais juste se contenter de dire, voilà, cette action est juste, cette action est injuste, cette personne est belle, cette personne n'est pas belle, ça n'est qu'un premier pas. Et le but de la philosophie, c'est pas d'en rester à, c'est pas le copie de la vraie beauté, c'est partir du monde, c'est s'élever au-delà des objets particuliers pour contempler la beauté ou la justice dans sa généralité. C'est en ça que consiste la philosophie. Et si vous voyez, c'est en ça que consiste le dialogue socratique, parce qu'on commence par dire, ah ben ça c'est beau, ça c'est injuste, puis on essaie de trouver une définition générale du truc. L'idée, c'est que Socrate ne se contente pas de donner des exemples, hein. Pour lui, une définition doit dire vraiment ce qui est la nature même de la justice, du beau, de la vertu. Et c'est en ça que consiste l'élévation philosophique, hein. Ne pas rester coincé dans les objets particuliers qui sont ici et maintenant, mais arriver à des objets abstraits. Alors, j'ai pas beaucoup le temps parce qu'on a un peu de retard de développer l'allégorie de la caverne. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent un petit peu. En tout cas, la théorie des idées, on va en reparler parce que bizarrement, il y a des philosophes du 19e siècle qui vont l'utiliser. Donc, c'est important que vous ayez, si vous connaissez pas vraiment la théorie des idées, essayez de développer ça. Alors, ça, je saute comme ça. Alors, je suis dans le mauvais sens. Alors, du coup, pour finir ça, quelles sont les objections à la théorie de la satisfaction des désirs? Or, le Socrate de Platon, je vous dis, la théorie de la satisfaction des désirs, c'est une théorie qui est pas mal défendue aujourd'hui, mais elle a un certain nombre d'objections. Alors, une objection que j'aime bien, c'est celle qui est développée par Martha Nussbaum, qui est une des plus célèbres philosophes politiques et morales aujourd'hui, philosophe américaine. Donc, Martha Nussbaum, c'est quelqu'un qui défend alors, je vous avais dit il y a deux séances que dans les théories contemporaines de ce qu'est une vie bonne, il y a des théories plutôt subjectives qui fait que ce qui fait que votre vie est bonne, ça dépend de ce que vous aimez ou de ce que vous désirez. Et l'idée, il y a des théories plutôt de ce qu'on appelle objectives qui disent, voilà, votre théorie, il faut qu'elle remplisse ces critères-là pour être bonne, hein. Et Martha Nussbaum, elle défend une théorie objective qu'on appelle la théorie des capacités, qui est quelque chose qui a un certain impact parce qu'elle travaille beaucoup dans des questions politiques de savoir voilà, comment est-ce qu'il faut intervenir au niveau international ou au niveau, si vous êtes membre d'une ONG, comment vous ciblez vos efforts pour améliorer la vie des gens, hein. On est d'accord, voilà, imaginez vous êtes membre d'une ONG ou membre d'une organisation internationale qui vise le développement, qui vise à élever le niveau de vie des gens. Comment est-ce que vous savez qui il faut aider en premier? Qui sont les personnes qui sont les plus malheureuses, hein? Qui méritent l'aide prioritairement? Et pour ça, il faut voir quelles sont les personnes qui ont une vie, un niveau de vie très très bas par rapport à ceux qui ont déjà une vie assez confortable. Et l'idée de Nussbaum, c'est de dire, bah, en fait, si on part de ce point de vue-là, hein, qui est un point de vue un peu plus pratique, la théorie de la satisfaction des désirs, elle a quand même un certain nombre de problèmes. Et ce problème, c'est ce que les économistes ou certains psychologues appellent les préférences adaptatives. Qu'est-ce que c'est les préférences adaptatives? C'est l'idée que quand vous avez une vie vraiment merdique, eh ben vous apprenez littéralement à ne plus désirer autre chose, voire même à plus rêver à quoi que ce soit d'autre. Donc Nussbaum prend l'exemple de plusieurs femmes en Inde avec qui elle a discuté lors de ses travaux, voilà, qui vivaient dans des conditions vraiment très, très terribles, hein, pas d'eau, tout le peu d'eau potable qu'il y avait pour se laver, et le peu d'eau qu'il y avait pour se laver était réservé aux hommes, donc le sort des femmes était quand même assez minime, elles n'avaient pas grand-chose. Et ce que dit Nussbaum, c'est qu'en général, quand on discute avec ces personnes qui sont vraiment dans des conditions atroces,
non seulement elles sont dans des conditions atroces, mais elles ont appris à penser que c'est à peu près normal. Et finalement, à pas rêver à plus, quoi. Donc si vous considérez que finalement, ce qui fait que la bonté d'une vie, c'est que la personne ne désire pas autre chose, hein, bah finalement, ce serait assez cruel d'aller aider ces personnes en leur disant, mais si, il faut vous battre pour avoir plus, hein, il faut réclamer l'accès à l'éducation, l'accès à l'hygiène, l'accès à des conditions meilleures, parce que vous allez leur apprendre à désirer des trucs qu'elles n'ont pas. Voilà. Hein. Et ce que dit Nussbaum, c'est quand même assez bizarre, parce qu'on a quand même l'impression que c'est précisément ces personnes-là sur lesquelles qu'il faut aider en priorité. Hein. Et il faut les aider d'ailleurs en leur apprenant à réclamer et à désirer plus. Hein. Donc elle dit, voilà, on considère que ces personnes sont prioritaires parce qu'on voit qu'elles manquent d'un certain nombre d'éléments, accès à l'éducation, accès à l'hygiène, accès à la représentation politique, même si elles le désirent pas. Hein. En gros, l'idée, c'est que même si elles le désirent pas, le fait qu'elles les aient pas, ça rend leur vie quand même un peu moins bien. Parce que vous voyez un peu l'intuition derrière. Tandis que si vous prenez du point de vue de la théorie de la satisfaction des désirs, à partir du moment où elles ne désirent pas ces choses-là, ben, ce n'est pas un problème qu'elles ne les aient pas. Et donc, un des problèmes de la théorie de la satisfaction des désirs, pour Nussbaum, c'est ça, qu'elle consiste à dire que finalement, on pourrait améliorer la vie des gens. Alors, un philosophe antique serait sûrement d'accord d'une certaine façon. Non en leur venant en aide, en leur donnant les moyens d'accéder à ces choses-là, mais en leur apprenant à surtout pas les désirer, en leur disant, non mais la vie c'est comme ça, tais-toi et apprends à supporter ça. Donc Nussbaum dit, je sais pas, ça me paraît pas une théorie très plausible de ce qui fait que votre vie est meilleure qu'une autre, au moins de ce point de vue-là. Donc si vous voulez regarder, j'ai mis l'article de Nussbaum, elle a un article assez connu dedans, mais c'est un article en anglais, surtout il est un peu technique, c'est beaucoup moins facile à lire que ce que je vous ai dit. Mais vous pourrez voir, donc c'est tout un débat sur, voilà, est-ce que du point de vue politique, il faut évaluer à quel point les gens vont bien, du point de vue de savoir s'ils ont ce qu'ils veulent, ou du point de vue de savoir est-ce qu'ils remplissent un certain nombre de critères. Donc par exemple, Nussbaum a mis au point avec un économiste qui s'appelle Amartya Sen, une théorie assez influente qui est la théorie des capacités, hein, ce que je disais, qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut que les gens aient pour que leur vie puisse être jugée assez bonne, d'assez bonne qualité. Hein. Même si ces personnes ne pensent pas en avoir besoin. Et parmi ces choses-là, il y a accès à la représentation politique, accès à un certain nombre d'éducation, accès à la connaissance, accès à la santé, à l'hygiène. Donc le point de Nussbaum, c'est de dire, bon, bah, même si les personnes ne veulent pas ces choses-là, ont appris à ne pas désirer ces choses-là, le fait qu'elles ne les aient pas rend quand même leur vie moins bonne. Ce qui, du point de vue de la théorie de la satisfaction des désirs, n'a pas de sens. Si vous ne le désirez pas, le fait de les avoir ne devrait pas vous rendre votre vie meilleure. Parce que ce qui rend votre vie meilleure, c'est que vos désirs soient satisfaits. Et en fait, si vous apprenez à des gens à désirer plus, à se révolter, techniquement, vous les rendez plus malheureux, hein, du point de vue de la théorie de la satisfaction des désirs, puisque vous leur apprenez à désirer des trucs qu'elles n'ont pas. Alors, voilà, donc ça, je vous laisserai regarder. Alors, un autre exemple très très simple, une autre objection très très simple et très très classique à la théorie de la satisfaction des désirs, c'est de dire que bah, il y a des gens qui ont un certain nombre de désirs absurdes ou de désirs qui semblent bizarres. Et donc, par exemple, une réponse justement de la théorie de la satisfaction des désirs à ça, il y a des réponses. Hein. Nussbaum discute en disant, mais les théoriciens qui pensent que ce qui est bon c'est de satisfaire nos désirs, disent en fait, oui, effectivement, ces gens-là ne désirent pas l'accès à la santé, l'accès à ces choses-là, parce qu'ils ont appris progressivement à ne pas le désirer. Mais ce qui compte, ce n'est pas les désirs que les gens ont, c'est les désirs qu'ils auraient s'ils étaient parfaitement informés, hein, dans une situation rationnelle. Donc, effectivement, c'est pas ce qui rend votre vie meilleure, c'est pas de satisfaire les désirs que vous avez, c'est de satisfaire les désirs que vous auriez si vous étiez dans une situation un peu de bonne information. Donc rappelez-vous, hein, par exemple, c'est finalement un peu ce que disait Socrate. Il dit, voilà, le tyran pense qu'il va être heureux en tuant tous les gens qu'il n'aime pas parce que c'est ce qu'il veut. Mais s'il était un peu mieux informé, il saurait que le bonheur réside dans la vertu. Et donc, ce qui compte pour le bonheur, c'est pas ce qu'il désire maintenant, c'est ce qu'il désirerait s'il était bien informé. Alors, bon, ce problème-là, cette théorie-là, elle a un certain nombre de problèmes assez contre-intuitif, c'est par exemple, voilà, je vais forcément prendre des exemples qui ne plaisent pas à tout le monde, vous pouvez changer l'exemple. Prenez un truc que vous trouvez complètement absurde. Voilà. Donc, prenons l'idée, par exemple, que vous avez un ami qui est persuadé que les aliens sont parmi nous et qu'ils ont envahi le gouvernement, etc. Alors, si vous y croyez, vous changez d'exemple. Hein. C'est dur de trouver un truc qui est consensuel dans ce cas-là. Voilà. Vous avez un ami comme ça, hein, c'est vraiment son truc. Il adore lire des trucs sur voilà, les aliens ont tué Kennedy, Macron est un reptilien, enfin, tous ces trucs-là.
Et par contre, vous savez que, et là, vous cherchez un cadeau d'anniversaire pour lui. Vous voulez faire quelque chose qui va le rendre heureux, hein, qui va améliorer sa vie. Voilà. Du coup, selon la théorie qu'on vient de proposer, où ce qui compte pour rendre la vie de quelqu'un meilleure, c'est pas, euh, c'est pas ce qu'il désire maintenant, mais c'est ce qu'il désirait s'il était complètement informé. Vous pourriez vous dire, alors là, je cherche un truc bien pour mon ami. Alors effectivement, il croit en tous ces trucs, mais clairement, s'il était bien informé, ce qu'il voudrait, c'est pas un livre sur les reptiliens, c'est un livre sur, par exemple, comment se débarrasser de ces théories complotistes. Donc du coup, je veux faire le bonheur de mon ami et je vais lui offrir pour son anniversaire un livre qui explique comment toutes ses croyances sont complètement débiles. Ah, voilà, ça c'est un vrai cadeau d'anniversaire selon la théorie de la satisfaction des désirs modifiée de cette façon. Et vous voyez que c'est un petit peu bizarre de se dire que finalement, faire le bien de quelqu'un, c'est pas prendre en compte ce qu'il désire vraiment, mais c'est prendre en compte ce qu'il désirait hypothétiquement s'il était beaucoup mieux informé. Finalement, vous vous dites, voilà, faire son bien, c'est pas faire ce qu'il veut, c'est faire ce qu'il voudrait dans une version idéale. En plus, il y a le problème de cette théorie, c'est qui décide ce que les gens désiraient s'ils étaient parfaitement informés. C'est un tout petit peu difficile. En général, on a un peu tendance à dire, bah, c'est facile, hein, en fait, les gens désiraient ce que moi je désire, parce que moi je suis parfaitement informé. Mais vous voyez, il y a un tout petit problème avec ça, hein, c'est un petit risque de ce qu'on appelle le paternalisme, hein. Et même si on accepte ça, bah, il y a des objections célèbres et très simples, comme celle de John Rawls, en disant, voilà, on pourrait imaginer quelqu'un qui est totalement informé. Alors, je pense qu'il dit, voilà, un professeur d'université, parce que les professeurs d'université sont toujours totalement bien informés. Tout à fait. Mais qui a décidé que finalement, ce que lui plaisait, c'est de passer tout son temps libre à compter les brins d'herbe dans le jardin de l'université. Voilà. C'est son truc. C'est ça qu'il désire le plus au monde. Il adore les brins d'herbe. Alors peut-être que les brins d'herbe, c'est très con, c'est dur à voir, mais peut-être que imaginez que c'est quelqu'un qui passe son temps à chercher des trèfles à quatre feuilles dans la pelouse. Peut-être que là, vous arrivez plus à connecter avec le truc. C'est vraiment ça qu'il aime, c'est aller chercher des trèfles à quatre feuilles. Donc toute sa vie est consacrée à aller chercher des trèfles à quatre feuilles dans la pelouse. Donc, vu que c'est ça qu'il a envie, du point de vue de la théorie de la satisfaction des désirs, on devrait dire, voilà, si c'est ça dont il a vraiment envie, vu qu'il passe sa vie à faire ça, sa vie est la meilleure possible. Alors peut-être que vous partagez cette intuition, mais l'idée drôle, c'est qu'on se dit, il y a quand même possiblement des vies meilleures que ça, hein. Alors même qu'il satisfait ses désirs. Donc il y a peut-être quelque chose d'autre à la vie bonne que juste satisfaire ses désirs. Alors si ça vous suffit pas, si vous pensez que ce serait même assez chouette d'aller passer sa vie à collecter des trèfles à quatre feuilles, on peut retomber un peu dans l'objection qu'on avait déjà contre les Denis. Imaginez quelqu'un dont le désir, c'est d'être vraiment, de faire du mal à tout le monde autour de lui. Voilà. Hein. Vraiment, peut-être vous connaissez des gens comme ça, hein, des gens un peu vicieux, qui prennent leur plaisir à faire souffrir les autres. Vous devriez vous dire, à partir du moment où effectivement il est bien informé et qu'il a décidé en toute connaissance de cause que ce qu'il voulait faire dans sa vie, c'est être une affreuse ordure, ben vous devriez dire, selon la théorie de la satisfaction des désirs, que s'il arrive effectivement à être un type abominable, sa vie est très très bonne. C'est eu la meilleure vie possible. Peut-être que là, les intuitions commencent à fléchir un petit peu, ou pas, hein. Mais vous pouvez, il y a des contre-arguments contre la théorie de la satisfaction des désirs qui vont dans ce sens-là, hein, l'idée que on peut imaginer des gens qui satisfont tous leurs désirs, même en étant informés, hein, qui ne sont pas forcément dans l'erreur, et dont la vie nous paraît pas spécialement désirable. Bon, la vie paraît pas spécialement bonne. Alors, le problème, c'est tous ces arguments reposent sur des intuitions. Si vous ne les partagez pas, les arguments ne marchent pas pour vous, hein. Oui? Des désirs, pour les gens qui désirent des choses mal, Ouais. il n'y avait pas quelque chose que Socrate disait, Ah oui, ça ne marcherait pas si vous êtes Socrate et que vous considérez que, désire vraiment quelque chose, voilà, désire effectivement, le bien, donc voilà, si vous pensez qu'effectivement, une personne pleinement informée verrait que la vraie vie, c'est le bien, l'argument, l'exemple ne fonctionne pas. Il faudrait trouver un autre exemple, je ne sais pas, de personnes qui aiment profondément quelque chose qui vous paraît répugnant, pas forcément moralement. Je sais pas. Je sais pas. Imaginez un plat culinaire complètement horrible. Dites-vous qu'il y a peut-être une personne dans la vie, sa passion, c'est de manger ça à tous les repas. Est-ce que sa vie est heureuse pour autant? Bon, ça marche pas aussi bien que la morale, mais voilà, l'idée, c'est de trouver des exemples comme ça de vie où, même si la personne fait tout ce qu'elle veut, ça vous semblerait être un peu bizarre, hein. Alors, peut-être pas immoral, mais par exemple, on peut penser une personne qui passerait sa vie à rien faire. Imaginez un rentier qui a hérité de ses parents et décide de passer sa vie entièrement à rien faire, donc il fait de mal à personne. Est-ce que cette vie vous paraît une bonne vie, même si la personne fait tout ce qu'elle veut? Alors, si vous êtes épicurien, oui, mais c'est compliqué de se bloquer en permanence des plaisirs objectifs c'est ça. Ouais, c'est ça. dans les désirs.
En gros, l'idée, c'est que les objections à la théorie des désirs essayent en gros d'éveiller votre intuition qu'il y a des choses qui sont objectivement meilleures que d'autres, quoi. Et de dire, voilà, on pourrait imaginer, si vous avez l'intuition qu'il y a des choses qui sont objectivement meilleures que d'autres, la théorie ne peut pas en rendre compte, en fait. Parce qu'elle est, elle est purement subjective. Est-ce que ça... voilà, donc ça, c'est la théorie de la satisfaction des désirs. Et donc, la troisième théorie dont on va parler, donc ça, c'est les questions pour l'examen. Donc, la troisième type de théorie dont on va parler avant de finir la philosophie antique, c'est la question de savoir est-ce que le bonheur, ce serait pas la vertu? Alors, attendez que... Alors, je suis désolé, je vais un peu vite, mais est-ce que c'était à peu près clair quelles sont les objections à la théorie de la satisfaction des désirs? Elles sont moins massues que contre l'hédonisme, mais il y a vraiment cette idée que vous pourriez voilà, maltraiter quelqu'un, parce que juste que cette personne accepte son sort, voire même ne désire plus rien d'autre, et du coup, elle serait plus malheureuse, selon la théorie de la satisfaction des désirs. Oui. L'objection principale, c'est qu'il y aurait des valeurs objectives, mais Alors, c'est pas, en quoi est-ce qu'on peut prouver que ces valeurs ne sont pas plutôt le consensus d'une culture? Alors, l'idée, c'est que l'objection ne repose pas sur le fait que vous deviez accepter qu'il y a des valeurs objectives. Elle repose sur des intuitions qu'on peut. En gros, elle repose sur des cas. L'idée qu'on peut trouver des cas, ou des cas imaginaires dans lesquels la personne satisferait tous ses désirs et vous n'auriez pas envie de dire que sa vie est bonne. Et la raison pour laquelle vous auriez cette intuition, c'est que quelque part dans votre tête, vous accepteriez l'idée qu'il y a des choses qui sont objectivement meilleures que d'autres. Effectivement, peut-être cette intuition vient du fait que vous objectivez un consensus. Mais c'est ça, quels sont les critères d'objectivité? Comment dire que c'est pas la culture? Plutôt une construction sociale, un consensus de la majorité des gens qui n'a pas de valeur objective, c'est juste le plus grand nombre qui a décidé que c'est ça la vérité pour lui. Voilà, mais dans ce cas-là, vous pouvez défendre ça, mais l'idée, c'est que vous avez des conséquences. Votre idée, c'est que la théorie de la satisfaction des désirs aurait des conséquences contre-intuitives, mais vous dites que ces intuitions, finalement, elles reposent sur un consensus culturel auquel on n'a pas besoin de prêter attention. C'est quelque chose un petit peu comme ça. Voilà. Voilà. Mais le problème, c'est du coup, en fait, la théorie de la satisfaction des désirs, elle s'appuie aussi sur un certain nombre d'intuitions comme argument positif. En fait, si vous faites ça, le problème, c'est qu'en général, vous pouvez toujours faire ça pour n'importe quelle objection. Vous avez vu que la plupart des objections tournent sur l'idée qu'on peut trouver un cas contre-intuitif qui va contre la théorie. Par exemple, pour l'hédonisme, c'est la machine à expérience. Vous pouvez dire finalement ces intuitions n'ont aucun intérêt philosophique, parce que finalement elles ne reflètent que le préjugé d'un temps et une époque. Le problème, c'est qu'en général, quand vous faites ça, c'est un peu, en gros, c'est un peu overkill, si vous voulez. C'est-à-dire que vous détruisez un peu tous les arguments, la plupart des arguments contre et la plupart des arguments pour. Donc là, il faut trouver une autre manière de justifier telle ou telle théorie. Voilà, c'est un peu la réponse qu'on pourrait vous faire. Mais c'est effectivement un problème. Et du coup, une possibilité, c'est juste de défendre une forme de scepticisme très général sur, bah, en fait, on ne peut pas trancher, parce que de toute façon, on est obligé de partir d'intuitions qui sont culturellement et historiquement situées, et donc finalement, on n'a rien à faire. Après, je suis pas sûr que toutes les intuitions soient culturellement et historiquement situées. Il y a clairement des trucs qu'on partage assez bien historiquement. Mais c'est pas forcément des intuitions très très folles. Par exemple, si je vous dis, si imaginez votre vie maintenant, mais toutes les 5 minutes, il y a quelqu'un qui vous tape dessus, est-ce que votre vie serait pire? Je pense qu'on aura un assez bon consensus cross-culturellement sur l'idée que votre vie, c'est quand même un peu moins bonne, quoi, ou un peu moins préférable, sauf chez les stoïciens, justement. Mais voilà, ça, il y a des trucs sur lesquels il semble y avoir un accord assez large. Oui? Elle peut avoir quoi? C'est-à-dire? C'est un peu le souvenir de la vérité que vous avez parlé. Ouais. Ça passe par des intuitions. C'est ça. Mais après, toutes les intuitions ne sont pas des souvenirs de la vérité, ce qui est un peu le problème. L'idée, c'est que certains d'entre nous s'en rappellent mieux que d'autres. En général, ceux qui sont plus vertueux, c'est à ça qu'on reconnaît ceux qui ont de meilleures intuitions. Parce que comme ils ont plus vu la justice, ils vont attendre tendance à être plus justes. Mais du coup, êtes-vous vraiment juste? Et posez-vous la question, vous saurez si... Mais oui, effectivement, le problème, c'est de savoir à quelle intuition faire confiance ou pas, etc. Et ça, on verra que c'est un débat qui traverse toute l'histoire de la philosophie. C'est qu'en général, pour les questions morales, on ne peut pas partir d'un premier principe et tout déduire, ce qui est bon ou pas, même si certains ont essayé. Donc on est obligé de trouver une sorte d'équilibre entre les trucs qui nous paraissent plausibles, mais on peut à chaque fois dire oui, mais ça nous paraît plausible, ça se trouve, c'est une erreur partagée. Donc il y a.
Donc on verra que c'est assez compliqué. Donc effectivement, on peut rejeter toutes les objections que je viens de faire à la théorie de la satisfaction des désirs en disant oui, on a cette intuition-là, mais qu'est-ce qui nous prouve que cette intuition est bonne? Et comme je disais, voilà, bon, c'est les intuitions c'est les objections les plus connues parce qu'elles sont assez simples. On pourrait rentrer dans d'autres détails, mais d'objections ou d'arguments reposent forcément sur quelque chose que vous allez accepter, hein. Il faut bien partir de quelque chose. Tout ne peut pas être démontré. Et on aura un cours là-dessus, justement, quand on parlera de Descartes. Donc, des fois, il faut bien accepter certains points de départ. Vous pouvez les refuser, mais l'idée, c'est qu'en général, si vous refusez ça sur le principe que c'est juste l'intuition, vous allez refuser beaucoup de choses, quoi. Mais vous savez, c'est une position tout à fait acceptable. Je dis juste, voilà, ce serait ça la réponse, quoi. C'est effectivement, vous pouvez rejeter ça, mais du coup, vous tombez peut-être dans une forme de scepticisme, à moins que vous ayez un moyen de dire quelles intuitions sont fiables ou pas fiables, ce qui est aussi une technique possible. Alors, dernier chapitre sur la recherche du souverain bien, parce qu'après on va passer plus ou moins au Moyen Âge. Comme je vous ai dit, le souverain bien, c'est ce qui a une valeur pour lui-même, c'est le but de toute vie. On a vu deux théories, le plaisir et la satisfaction des désirs. Et une troisième possibilité, c'est la vertu. Et si vous y réfléchissez, elle était déjà dans le Gorgias, hein, c'est ce que défend plus ou moins Socrate. Finalement, le bien, ce vers quoi on tend, c'est la vertu, la justice. Alors, Socrate dit plutôt la justice, parce que la vertu, c'est pas la même chose dans la Grèce antique, hein. La vertu, ça traduit arrêté en grec, et ça veut dire la perfection. Hein, on a vu chez Aristote, par exemple, il y a une perfection des plantes, c'est la croissance. Il y a une perfection de la partie animale de l'âme, c'est avoir des désirs tempérés. Il y a une perfection de politique, c'est respecter sa place, défendre la cité. Il y a une perfection de l'homme qui est la connaissance théorique. Donc la perfection, la vertu, c'est pas forcément un sens moral, mais ça va prendre plus ou moins un sens moral, clairement moral, dans les écoles dont on va parler. Donc la vertu, c'est juste la perfection, et l'idée que finalement le bien consiste dans la perfection, c'était déjà ce qu'on trouvait chez Aristote. Euh, c'est juste que chez Aristote, cette perfection ne résidait pas du tout dans la justice. C'était juste la justice est une perfection d'un ordre vraiment, c'est troisième sur la liste, quoi. La justice, c'est une perfection de l'âme désirante, c'est même pas une perfection de l'âme rationnelle. Mais on voit par exemple que chez Platon, il y a cette idée que la justice, par contre, c'est une perfection de l'âme et c'est le bien. Et cette idée, elle va être reprise par deux écoles, le cynisme et le stoïcisme. Et on va parler des deux parce que, aussi étonnant que ça puisse paraître, le stoïcisme, en fait, c'est un héritier du cynisme. Le stoïcisme, c'est une prolongation du cynisme. Et ce sont deux écoles pour lesquelles c'est assez clair que la vie bonne, c'est vivre selon la vertu, selon la perfection. Et ces deux écoles, elles sont aussi d'accord sur le fait que vivre selon la vertu, vivre selon la perfection, c'est vivre selon la nature. Hein. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que c'est que vivre selon la nature? Et on va voir que c'est une idée qui traverse l'histoire de la philosophie, qu'il faut vivre selon la nature, qui est très présente à l'époque antique, mais qui peut s'interpréter d'un nombre de façons différentes assez colossales. Donc finalement, les gens peuvent être d'accord sur dire il faut vivre selon la nature, mais ça veut rien dire. En soi, il faut préciser ce que ça veut dire. Par exemple, on a déjà vu deux personnages pour lesquels, en fait, le bonheur, c'était vivre selon la nature. En fait, si vous réfléchissez, Aristote, ce qu'il dit, c'est effectivement que le souverain bien, c'est vivre selon la nature, c'est vivre selon ma nature d'être humain. Ma nature d'être humain, c'est d'être rationnel. Et finalement, le souverain bien, le bonheur, c'est développer au maximum cette nature via la vie théorique et la connaissance. Donc déjà, pour Aristote, c'est clair que la vie bonne, c'est la vie selon la nature. C'est la vie selon ma nature. Est-ce que ça, c'est clair? Hein. Ma nature d'être humain, c'est d'être rationnel. La vie bonne, c'est la vie maximalement rationnelle, c'est-à-dire la vie de connaissance, la vie théorique. Hein. Donc là, vous êtes en très, très heureux. Disons que votre vie est très, très bonne. Vous n'en avez peut-être pas conscience, mais votre vie est très, très bonne. Le deuxième personnage, donc on a vu, qui dit qu'il faut vivre selon la nature, bah, c'était Caliclès, finalement. Hein. Ce que dit Caliclès, c'est voilà, la vraie vie, la vie bonne, c'est la vie selon les lois de la nature. Pas ma nature, mais la nature en général. Hein. La nature, c'est la loi du plus fort. Et la vie bonne, c'est celle où j'écrase les autres et je prends ce que je veux. Hein. Donc, Caliclès est aussi une personne qui défend l'idée que la vie bonne, c'est la vie selon la nature. Et vous voyez que c'est pas trop la même chose que chez Aristote. Hein. On n'est pas exactement dans les mêmes idées. Hein. Mais ce sont deux personnages qui pourraient défendre l'idée que, bah oui, vivre bien, c'est facile, c'est vivre selon la nature. Hein. Et on va voir encore d'autres possibilités, d'autres façons de comprendre cette phrase. Donc, vous voyez, vivre selon la nature, ça peut se comprendre de façon très, très différente. Et les premiers dont on va parler, c'est le cynisme. Alors, je vais passer assez vite sur le cynisme pour une raison assez claire, c'est que les cyniques ont écrit des trucs, mais on n'a aucune trace de leurs écrits, encore moins que les épicuriens.
Alors du coup, ça donne un peu cette idée que les cyniques, c'était des sauvages qui écrivaient rien, mais en fait, les cyniques écrivaient des livres, hein. C'est juste qu'on les a tous perdus pour un certain nombre de raisons, probablement, que je mentionnerai. Alors le cynisme, c'est une école qui, comme le cyrénaïsme, hein, ou comme l'aristotélisme, hein, descend plus ou moins de Socrate, hein, parce que finalement, elle est fondée par Antisthène, qui est un disciple de Socrate, hein. Alors le cynisme, on ne sait pas trop d'où vient le nom, en fait. On pense que la racine, c'est clairement le mot chien en grec, mais ça peut être soit par tout bêtement parce que Antisthène enseignait près d'un gymnase qui s'appelait le Cynosargès, soit parce que le surnom d'Antisthène c'était chien simple et innocent, ou à cause d'un autre cynique qui lui se faisait appeler Diogène le chien, pas simple et pas innocent. Donc il y a plein de possibilités, il y a un rapport avec le chien. De toute façon, ce qui compte, c'est que quelle que soit la racine, les cyniques ont récupéré et ont intégré l'image du chien en disant oui, oui, nous sommes des chiens. Donc, c'est l'animal totem du chien. Et comme je vous rappelle, hein, finalement, déjà chez Platon, il y avait cette idée que le chien est l'animal le plus philosophe. Donc, on a toute une tradition. Donc, on ne sait pas grand-chose sur Antisthène. Et de toute façon, on va surtout parler d'un autre qui est très connu. Mais on connaît les principales thèses du cynisme. Et l'idée, c'est que la vie bonne consiste à vivre selon la raison, à être rationnel. Et ça veut dire vivre selon la nature. Alors, quel rapport entre les deux, vous allez me dire? Parce que l'idée pour les cyniques, c'est que le grand obstacle à la vie bonne, c'est quoi? C'est les fausses opinions et les coutumes absurdes que la Convention a engendrées. Donc là, l'idée, c'est que la nature, elle est avant tout définie par opposition à la société, hein. On en avait parlé un peu avec les épicuriens, cette opposition entre le physis, qui est la vie, la vie naturelle, le cycle naturel, l'ordre naturel, et le nomos, hein, la convention, les choses établies par les êtres humains, hein. Rappelez-vous, chez les épicuriens, il y avait cette idée, le désir sexuel, ça va, parce que, enfin pas trop, mais ça va quand même un peu parce que c'est un truc naturel. L'amour, c'est des conneries parce que c'est un truc que l'homme a créé, c'est une construction sociale, c'est une idée que les gens mettent l'idée que la société a mis dans la tête des gens. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a un ordre naturel, puis il y a des fausses opinions, des fausses coutumes, des faux comportements que crée la société. Et l'idée du cynisme, c'est l'idée que vivre selon la nature, c'est avant tout se libérer des fausses idées, des fausses conventions, des faux comportements, des comportements non naturels que la société humaine a mis en nous parce que tout ça, en fait, finalement, la vie humaine est très arbitraire, hein. On va décider qu'il faut faire ça, qu'il ne faut pas faire ça. Et il n'y a pas forcément de raison, hein. Ce qui est accepté dans un pays ne l'est pas dans l'autre. Il y a des coutumes, ce qui est vu comme terrible dans un pays ne l'est pas forcément dans l'autre. Et donc, la seule chose rationnelle, c'est les choses que la nature nous apprend. Oui. Oui, il faut dire que l'amour, c'est social et pas une loi naturelle. Alors, comme je dis, on n'a pas tous les arguments. Donc, les cyniques sont d'accord avec les épicuriens sur ce coup-là. Comme je vous ai dit, probablement qu'une des raisons de ça, c'est qu'on va voir que clairement pour les cyniques, encore plus que pour les épicuriens, il y a cette idée que pour savoir ce qui est naturel, il faut regarder ce que font les animaux. Et l'amour romantique chez les animaux, c'est pas forcément ça, quoi. Ça veut dire que c'est pas très flagrant, quoi, si vous voulez. En tout cas, chez les animaux dont eux ont connaissance, hein. Après, il y a forcément des trucs si vous allez chez les primates ou des trucs comme ça, mais bon, ils n'en ont aucune idée, hein. Pour eux, les animaux, c'est des trucs qu'il y a à la ferme. C'est vrai que la passion amoureuse chez les vaches, c'est pas forcément très torride, quoi. Voilà, donc en gros, l'idée, c'est que voilà, si on regarde les animaux qu'il y a autour de nous, bah, l'amour, ça a l'air d'exister surtout chez les êtres humains. Donc, c'est pas naturel. Alors, c'est pas forcément un très bon raisonnement, hein, parce qu'il peut y avoir des choses qui sont naturelles propres à l'être humain, hein. Mais en tout cas, pour eux, c'est un peu comme ça que ça marche. Alors, du coup, les trois composants de la vie bonne, on va voir ce que c'est l'élotéria, la liberté et l'absence d'obstacles. Alors, en gros, l'idée, c'est que la vie est bonne quand on est complètement libre et que personne ne peut nous empêcher de faire ce que nous voulons. Finalement, l'idée, c'est qu'être heureux, c'est faire ce qu'on veut, hein. Et du coup, comment on atteint ça? Par l'autarkeia, qui était déjà quelque chose qu'on retrouvait chez Aristote, hein, l'idée que on est d'autant plus libre qu'on est autosuffisant. On trouve en nous-mêmes ce qui nous permet d'être heureux. Enfin, l'idée, c'est que si vous avez besoin des autres pour être heureux, ben, vous n'êtes pas libre, parce que vous êtes dans la dépendance des autres. Et avoir ces deux choses-là, ça permet un troisième ingrédient qui vous paraîtra pas forcément un truc fondamental de la vie bonne, mais l'est pour les cyniques, c'est la parésia, c'est la liberté d'expression et la franchise. Il y a l'idée qu'à partir du moment où vous êtes autosuffisant, que vous n'avez plus besoin des autres, donc les autres ne peuvent plus rien vous faire, vous pouvez dire vraiment tout ce qui vous passe par la tête, et ça, c'est quand même le bonheur. Tandis que là, tout de suite, vous savez que vous ne pouvez pas me dire tout ce que vous pensez, en vrai. Euh, Parce que vous êtes dépendant de moi, d'une certaine façon. Voilà, donc une thèse importante du cynique, c'est qu'il rejette les affiliations nationalistes, patriotiques, être athénien, être spartiate, tout ça, c'est des créations humaine, la division des êtres humains en sociétés distinctes. Et
une notion importante que crée le cynisme et que va reprendre le stoïcisme, c'est que l'idée que lui, il n'est pas citoyen d'Athènes ou de Sparte ou de Thèbes ou je ne sais de quelle ville, lui, il est citoyen du monde, hein, du monde entier, du cosmos. Pourquoi? Alors, pour un raisonnement dont on peut discuter la validité, mais qui est la chose suivante, qui dit, bah, c'est à peu près simple. Qu'est-ce qui fait que les gens sont des co-citoyens? Qu'est-ce qui fait que nous sommes, par exemple, les citoyens de la même cité? C'est que nous obéissons aux mêmes lois. C'est ça qui fait que les gens sont des citoyens. Ils obéissent aux mêmes lois. Or, nous obéissons tous aux lois de la nature, donc nous sommes tous citoyens, co-citoyens du monde, puisque nous obéissons tous aux lois du cosmos. C'est à peu près ça le raisonnement derrière. Donc encore une fois, vous voyez, il y a une sorte de jeu de mots sur loi au sens loi de la nature, loi politique, mais c'est comme ça. Alors, le cynique le plus connu sur lequel je vais passer, c'est Diogène de Sinope. Je peut-être tous entendu parler de Diogène de Sinope. C'est l'élève d'Antisthène. Alors, c'est celui qui est supposé avoir vécu dans une très très grosse amphore. Alors, pas un tonneau, hein, mais une grosse amphore. La terre cuite, ça tient mieux la chaleur que le bois. Alors, encore une fois, on a perdu tous ses écrits, même s'il a écrit les choses, mais sa vie est très connue grâce à un autre Diogène, qui s'appelle Diogène Laërce, qui est un historien du IIIe siècle après Jésus-Christ. Et donc, tout ce que je vais tirer sur Diogène, c'est ce qu'on sait à partir de Diogène de la vie de Diogène Laërce. Alors, il est né à Sinope, une autre ville d'Athènes, et il s'enfuit de Sinope quand son père est accusé d'avoir produit de la fausse monnaie pour se rendre à Athènes. Alors ça, c'est très amusant. Enfin, ça dépend de votre sens de l'humour, mais je trouve ça très amusant. C'est que lui aussi, il a une histoire, on ne sait pas si c'est vrai, où quelqu'un est allé voir l'oracle de Delphes, et l'oracle de Delphes a dit quelque chose sur lui. Et en gros, l'oracle de Delphes a dit, on aurait dit quelque chose comme Diogène, tu dois falsifier le nomos. Hein, en gros, et ça pouvait se traduire par tu dois falsifier la monnaie. Donc voilà, il a fait ça, ça n'a pas très bien tourné. Et après, il aurait réalisé qu'en fait, ah mais non, mais peut-être qu'en fait, l'oracle parlait pas de monnaie, mais il parlait des lois et des conventions de la cité, en fait. Hein. Donc finalement, en fait, son destin, c'était de montrer toute la fausseté qu'il y a dans les conventions humaines. C'était pas de falsifier la monnaie. Voilà, ça, c'est l'histoire qu'on trouve dans certaines versions. Voilà, donc il est capturé par des pirates, il est vendu comme esclave et il devient précepteur, et ensuite il est libre. Et alors, j'aime bien cette phrase, hein, quand on demandait à Platon ce qu'il pensait de Diogène, il répondait, c'est un Socrate devenu fou. Voilà, donc l'idée c'est, on est sur le même type de personnalité, mais beaucoup plus désagréable, si c'était possible. Alors le point principal de la philosophie pour les cyniques, c'est d'apprendre à bien vivre. Donc ça, c'est quelque chose qu'ils partagent avec les épicuriens. La pratique de la philosophie, pour le cynique comme pour l'épicurien, elle est d'abord et avant tout dirigée vers la pratique. Hein. Voilà quelques citations. Quelqu'un lui dit un jour, je ne suis pas fait pour la philosophie. Diogène lui répondit, pourquoi vis-tu si tu ne cherches pas à bien vivre? Donc on a l'équivalence entre philosophie et vie bonne. On lui demandait quel profit il avait retiré de la philosophie. Il répondit, à tout le moins, celui d'être capable de supporter tous les malheurs. Quelqu'un lui disait, vivre est un mal, non dit-il, mais mal vivre. Donc, il y a l'idée qu'on peut bien vivre, qu'il faut savoir bien vivre, et le but de la philosophie, c'est de trouver comment bien vivre. Ça tombe bien. Alors là, je ne vais pas tout lire, mais l'idée, c'est que les cyniques, contrairement par exemple à des aristotéliciens, à des stoïciens, ou même à des épicuriens, c'est l'idée que finalement, la seule partie pertinente de la philosophie, c'est sa partie pratique. Hein. Les constructions théoriques sont une perte de temps. Donc, par exemple, là, il y a une petite phrase, hein. Il s'étonnait de voir les grammairiens tant étudier les mœurs d'Ulysse et négliger les leurs, de voir les musiciens si bien accorder leur lyre et oublier d'accorder leur âme, de voir les mathématiciens étudier le soleil et la lune et oublier ce qu'ils ont sous les pieds, de voir les orateurs pleins de zèle pour bien dire mais jamais pressés de bien faire, de voir les avares blâmer l'argent et pourtant l'aimer comme des fous. Il reprenait ceux qui louent les gens vertueux parce qu'ils méprisent les richesses et qui dans le même temps envient les riches. Il était indigné de voir des hommes faire des sacrifices pour conserver la santé et en même temps se gaver de nourriture pendant ces sacrifices sans aucun souci de leur santé. Là, vraiment, on retrouve en fait ce qu'on retrouvait dans le Socrate, surtout décrit par Xénophon, cette idée que, bon, bah, il y a plein de connaissances, mais si ces connaissances, elles sont pas transformées d'un point de vue pratique pour être utiles dans votre vie et vous rendre votre vie meilleure, bah, ces connaissances n'ont aucun intérêt. Et vraiment, ce que n'aime pas le cynique, et en particulier Diogène, c'est un peu cette sorte d'hypocrisie qui consiste à dire, ah, on va louer les gens qui sont justes, mais on va pas essayer d'être juste nous-mêmes, par exemple. Voilà, donc Diogène méprisait encore la musique, la géométrie, l'astrologie et les autres sciences de ce genre, et il déclarait qu'elles n'étaient ni nécessaires ni utiles. Alors, un autre jour où quelqu'un niait le mouvement, il se leva et se mit à marcher. Donc ça, c'est l'ancien débat hein, qu'on trouve chez les présocratiques. Est-ce que le mouvement existe? On n'en a pas trop parlé, mais en gros, Diogène dit, voilà, bon, c'est fait, on passe à autre chose. Platon ayant défini l'homme un animal à deux pieds sans plumes, au début du politique,
Et l'auditoire et l'ayant approuvé, Diogène apporta dans son école un coq plumé et dit, voilà l'homme selon Platon. Aussi Platon, ajouta-t-il à sa définition, et qui a des ongles plats et larges. Pas forcément la meilleure définition. Platon, parlant des idées, nommait l'idée de table et l'idée de tasse. Pour moi, Platon, dit Diogène, je vois bien la table et la tasse, mais je ne vois pas du tout l'idée de table ni l'idée de tasse. Bien sûr, répliqua Platon, car pour voir la table et la tasse, tu as les yeux, mais pour voir les idées qui leur correspondent, il faudrait plus d'esprit que tu n'en as. Hein, donc c'est vraiment le grand niveau chez les philosophes, la sagesse, messieurs, dames. Voilà. Bon, bien sûr, on ne sait jamais à quel point ces trucs sont vrais ou pas, mais ça donne un peu l'ambiance. Alors ça, c'est Diogène Laërce, un historien du IIIe siècle qui collectionne, alors qui n'a pas écrit ces choses-là, mais qui a collectionné un peu tous les fragments qu'il a pu récupérer. Donc là, on est 700 ans après, techniquement. Donc, voilà, quoi. Mais c'est à peu près tout ce qu'on a. Donc, de toute façon, il faut que vous le connaissiez. Même si c'était faux, il faudrait que vous le connaissiez, parce que c'est des trucs très classiques. Mais donc, gardez toujours une petite distance avec ces écrits. Donc, du coup, une partie très importante du cynisme, ça consiste à s'exercer, hein. Et donc là, vous voyez, vous allez voir la différence avec, par exemple, l'épicurisme, hein. Donc voilà, il y avait selon lui deux sortes d'exercices. Alors, exercer en grec, ça donnait askésis. C'est le mot qui a donné ascèse en français. Donc et qui a donné ascétique. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les ascètes. Tout le monde voit ce que c'est un peu? Ouais. Donc vous voyez que l'exercice grec, c'est pas forcément quelque chose de très chouette. Alors, il y avait selon lui deux sortes d'exercices, ceux de l'âme et ceux du corps. Le propre des exercices physiques étant de donner des spectacles susceptibles d'acheminer plus sûrement vers la vertu, chacune des deux sortes étant sans l'autre impuissante, la bonne santé et la force n'étant pas moins utiles que le reste, puis ce qui concerne le corps concerne l'âme aussi. Il produisait des arguments pour montrer de quelle utilité sont pour l'acquisition de la vertu les exercices du corps. Ne voyait-on pas, disait-il, dans les arts mécaniques et autres, les artisans obtenir par l'exercice l'habileté qui leur manquait, et les joueurs de flûte et les athlètes faire d'autant plus de progrès qu'ils s'exerçaient davantage. Donc ça, je saute, hein, voilà. Donc en gros, ce qu'il essaye de dire, c'est voilà, dans les autres métiers, encore une fois, c'est encore un héritage très socratique, hein. Dans les métiers un peu sérieux, où les gens savent faire des trucs, bah, ils s'exercent en général, hein, ils ne font pas que discuter. Hein, vous ne devenez pas menuisier ou tailleur de flûte sans vous exercer. Bah, la vertu, hein, la vie bonne, c'est pareil, hein. Il ne suffit pas de parler voilà, de ce qu'est la vie bonne et de faire une dissertation dessus. Il va falloir s'exercer tous les jours pour s'y entraîner, hein. Alors, quoi consiste le but de l'exercice, hein? Voilà, il concluait donc qu'on ne peut rien faire de bien dans la vie sans exercice et que l'exercice permet aux hommes de se surpasser quand ils songeaient qu'en laissant de côté toutes les peines futiles que nous nous donnons et en nous exerçant conformément à la nature, nous pourrions et devrions vivre heureux. Ils regrettaient de voir l'homme si malheureux par sa folie. Le mépris même du plaisir nous donnerait, si nous nous exercions, beaucoup de satisfaction. Si ceux qui ont pris l'habitude de vivre dans les plaisirs souffrent quand il leur faut changer de vie, ceux qui se sont exercés à supporter les choses pénibles méprisent sans peine et plaisir. Donc une partie de l'exercice, ça va être d'apprendre à mépriser le plaisir, à pas chercher le plaisir. Donc on n'est pas dans l'épicurisme, hein. Là, l'idée, c'est que le plaisir, c'est bof, il faut apprendre à le mépriser. Alors il y a un truc assez marrant, c'est qu'il dit finalement, le fait d'être plus fort que le plaisir et d'apprendre à le maîtriser, ça apporte une sorte de satisfaction et donc de plaisir supérieur. Mais il faut quand même mépriser le plaisir. Alors comment est-ce qu'on s'exerce à ça? Euh, alors, j'ai pas les exemples ici, mais par exemple, il y a des écrits qui suggèrent que bah, si vous êtes cynique comme Diogène, par exemple, l'été, vous allez vous rouler dans le sable chaud, bien brûlant sur la plage, histoire de bien apprendre à encaisser la souffrance. Et l'hiver, vous allez vous embrasser, vous coller aux statues qui traînent dehors dans le froid. Parce que bon, il faudrait quand même pas avoir trop chaud. Et voilà, en s'entraînant au fur et à mesure, on apprend à tout supporter, plus rien n'est désagréable, on devient complètement endurant. Et donc, il faut apprendre justement à pas à avoir besoin de rien. En apprenant à mépriser la douleur et le plaisir, vous avez besoin de moins de choses possibles. Alors, l'autre partie de l'entraînement, c'est, mais là où ça ressemble plus ou moins à l'épicurisme, c'est l'idée qu'il faut comprendre que le bonheur est facilement accessible, car il consiste à se contenter du minimum, hein. Donc voilà, il reprochait aux hommes leurs prières parce qu'ils demandaient des biens apparents et non des biens réels. Donc l'idée, c'est que la plupart des gens sont malheureux, la plupart des hommes sont malheureux, des êtres humains sont malheureux, parce qu'ils veulent beaucoup de choses, mais ce ne sont pas des biens réels, ce sont des biens que la société leur a appris à désirer, hein. Là, on est vraiment sur le truc, l'idée que voilà, les hommes créent des nouveaux produits, hein, donc des nouveaux conforts, et tout ça, en fait, ce sont des biens qui ne sont pas nécessaires, parce qu'on s'en est très bien passé pendant des milliers d'années. Donc finalement, apprenons uniquement à désirer les trucs qui ont toujours été existés, dont on a toujours eu besoin. Ne devenons pas dépendants du tout des nouvelles technologies, hein, par exemple, je sais pas, le chauffage ou le feu, quoi, des trucs hyper high-tech à cette époque-là, ou même, je sais pas, un lit ou un truc comme ça. Tout ça n'a pas toujours existé, donc on n'en a pas besoin, hein.
Il faut vraiment s'en passer. Les maisons, c'est pareil, on n'a pas toujours eu des maisons pour les cyniques, donc vraiment, les maisons, c'est un truc très superflu. Voilà. Il criait souvent et à tous les échos que les dieux ont donné à l'homme une vie facile, mais qu'elle ne consiste pas à rechercher les boissons fines, les parfums et les autres jouissances de ce genre. En gros, si vous êtes malheureux, c'est parce que vous êtes ramolli. La vie en société vous a créé des nouveaux besoins. Donc déjà, vous êtes malheureux parce que vous voulez satisfaire ces besoins. Et en plus, en satisfaisant ces besoins, vous devenez moins endurant, hein. À force de vivre dans une maison avec un lit et du chauffage, et voilà, hein. Vous ne pourriez pas dormir dans la rue comme Diogène tranquillement. Et lui, il n'a pas besoin, hein, il ne s'est pas ramolli comme vous. Voilà. Donc vivre bien, ça consiste à vivre selon la nature, c'est-à-dire limiter nos désirs aux besoins naturels, hein, c'est ce que je disais. Voilà. Il ajoutait qu'il opposait à la fortune le courage, à la loi la nature, aux passions la raison. L'idée, c'est que les coutumes humaines, les besoins créés, tout ça, c'est irrationnel. Ce qui est rationnel, c'est comprendre que si ça, c'est naturel, on n'a besoin que de ça. Ça, c'est la rationalité. Si vous persuadez que vous avez besoin d'autres trucs qui ne sont pas naturels, vous êtes déjà dans l'illusion que la société a jetée sur vous, donc dans l'irrationalité. Alors, un exemple très célèbre, hein, ayant vu un jour une souris qui courait sans se soucier de trouver un gîte, sans crainte de l'obscurité et sans aucun désir de tout ce qui rend la vie agréable, il l'a pris pour modèle et trouva le remède à son dénuement. Donc là, c'est vraiment vivre selon la nature au sens où, bah regardez, la souris, elle n'a pas besoin de maison. Donc moi, hein, j'ai pas besoin de maison, moi Diogène, donc je vais apprendre à vivre sans maison. Il fit d'abord doubler son manteau pour sa commodité et pour y dormir la nuit enveloppé. Puis il prit une besace pour y mettre ses vivres et résolut de manger, dormir et parler en n'importe quel lieu. Aussi, disait-il, en montrant le portique de Zeus et le Pompéion, c'est des monuments, des bâtiments à Athènes, que les Athéniens les avaient construits à son intention pour qu'il puisse y vivre. Étant tombé malade, il s'appuyait sur un bâton. Par la suite, il le porta partout à la ville et sur les routes, ainsi que sa besace. Il avait écrit à un ami de lui indiquer une petite maison. Comme l'ami tardait à lui répondre, il prit pour demeure un tonneau vide qu'il trouva au métronome. Il le raconte lui-même dans ses lettres. L'été, il se roulait dans le sable brûlant. Ah, c'est là. L'hiver, il embrassait les statues couvertes de neige, trouvant partout matière à s'endurcir. Voilà, il s'entraîne à pouvoir vivre comme la souris, en fait, hein. L'idée, c'est qu'il ne suffit pas de dire, hein, il faut s'entraîner. Alors, voyons un jour un petit garçon qui buvait dans sa main, il prit l'écuelle qu'il avait dans sa besace et la jeta en disant, je suis battu, cet enfant vit plus simplement que moi. Jusque-là, il avait encore dans son petit sac, il avait encore une sorte d'assiette dans laquelle il pouvait mettre l'eau pour la boire, puis il se dit, en fait, j'ai pas besoin de ça. Donc, paf, je jette ça, hein. Il jeta de même une autre fois son assiette pour avoir vu de la même façon un jeune garçon qui avait cassé la sienne faire un trou dans son pain pour y mettre ses lentilles. Donc, finalement, on n'a pas besoin d'assiette, hein. C'est aussi très superflu. Il prétendait que l'amour de l'argent était la citadelle de tous les maux. Voyant un libertin manger des olives dans une auberge, il lui dit, si tu n'avais mangé que des olives à ton déjeuner, ce dîner ne te suffirait pas. Alors, il avait coutume de tout faire en public. Vénus, à cet égard, n'a rien envié à Cérès. Alors, Cérès, c'est la déesse des moissons, hein. Donc, l'idée, c'est qu'il mangeait son pain en public. Et Vénus, c'est la déesse de... Oui? Ouais, est-ce qu'il vous avez dit Ben non, quand même pas. ça, c'est. Ah, mais il était peut-être pas parfait, hein. Ouais, mais oui, effectivement, il n'a pas poussé le concept jusqu'au bout, mais peut-être que lui-même s'en voulait, quoi. On ne sait pas. Et donc Vénus, c'est la déesse de l'amour, et donc ça, c'est un des trucs très connus sur les cyniques. C'est en gros que bah, il se tripotait en public, quoi. Il satisfaisait ses besoins sexuels en public, et il se justifiait par des raisonnements de ce genre. S'il n'y a aucune inconvenance à manger, il n'y en a pas non plus à le faire en public. Manger est une chose naturelle, n'est donc pas inconvenant de manger sur la place publique. En gros, l'idée, c'est que c'est un besoin naturel. La nature, c'est ce qu'il y a de plus beau. Il n'y a rien de honteux à faire les choses naturelles en public. Si on vous a appris que c'était honteux, c'est que vous avez appris à avoir honte de votre nature animale. Et ça, c'est encore la société qui vous a bourré la tête avec des fausses idées, hein. Tout ça, c'est naturel, donc c'est bien. OK? On le voyait souvent se polluer devant tout le monde en disant plutôt Dieu qu'on put aussi apaiser la faim en se frottant le ventre. L'idée, c'est voilà, au moins le désir sexuel, c'est très simple. On peut se satisfaire soi-même. Ce serait bien si la faim, ça marchait de la même manière. Mais hélas, il faut quand même trouver de la nourriture. On cite encore de lui une foule d'autres traits qu'il serait trop long de rapporter ici. Donc ça, c'est les trucs que l'histoire a retenu de Diogène. C'est très connu, hein. Voilà, et donc, plus on se satisfait du nécessaire, moins on dépend des autres. Alors ça, c'est une idée qu'on va retrouver, par exemple, chez les stoïciens, mais aussi chez Rousseau, par exemple. L'idée que plus vous apprenez à être endurci et à désirer moins de choses, c'est pas juste que vous êtes plus heureux, comme chez les épicuriens, parce que vous désirez moins, c'est surtout que vous devenez plus libre, hein, parce que tout désir vous rend esclave des autres. Et les autres, c'est pas terrible. Voilà ce qu'il disait, voilà ce qu'on dit, ce qu'on trouve comme texte, hein. Il faut donc, pour vivre heureux, laisser de côté tous les travaux inutiles et s'appliquer à ceux qui sont selon la nature, car le malheur n'a d'autre cause que notre aveuglement.
L'habitude nous fait trouver une joie infinie même dans le mépris du plaisir, et de même que ceux qui ont contracté l'habitude de la volupté n'y renoncent pas sans peine, de même aussi ceux qui se sont fait des habitudes contraires sont plus heureux du mépris de la volupté que de sa jouissance. Tels étaient les principes qu'il enseignait et pratiquait en même temps, changeant ainsi la monnaie, se conformant plutôt à la nature qu'à la loi. Il disait lui-même qu'il modelait sa vie sur celle d'Hercule et considérait la liberté comme le premier des biens. Donc l'idée, c'est que par exemple, on sait que Diogène passait beaucoup de temps à insulter les gens, puis il va venir chez eux et à cracher et pisser partout par terre. Mais l'idée, c'est que c'était pas grave, parce que même s'il s'en faisait des ennemis, comme il n'avait pas besoin d'eux, il pouvait se permettre ça. Tandis que vous, si vous ne pouvez pas faire ça, par exemple, si vous avez un job, par exemple, vous ne pouvez pas faire ça avec votre patron, parce que vous avez besoin d'argent pour payer un appartement et des trucs comme ça, quoi. Mais lui, il n'a pas besoin, donc en général, s'il vous aime pas, bah voilà. Par exemple, je crois pas que je l'ai ici, mais il y a une histoire où il y a une histoire de Dieu, une histoire de Diogène, comme d'habitude, on ne sait pas si elle est vraie, mais où en gros, il est à un repas, et il commence à cracher par terre, et il lui fait mais crache pas par terre, c'est propre, et du coup, Diogène crache sur le mec qui lui a dit ça en disant, j'ai pas trouvé d'endroit plus sale, quoi. Voilà, bah, voilà, c'est à peu près l'esprit, quoi. Euh, voilà, donc ça c'est une anecdote très connue, hein. Alexandre, donc Alexandre le Grand, hein, vint un jour se placer devant lui tandis qu'il se chauffait au soleil dans le cranium, le gros tonneau, la grosse amphore, et lui dit, demande-moi ce que tu voudras, retire-toi de mon soleil, reprit Diogène. Donc, probablement pas vrai, on n'en sait rien, mais l'idée c'est que ça montre que voilà, Alexandre le Grand c'est censé représenter le pouvoir politique ultime, mais comme lui ne dépend de personne, il n'a rien à demander, il ne craint rien d'Alexandre le Grand. Voilà, donc cette idée que c'est que la liberté est au cœur du cynisme, hein. Les serviteurs, disait Diogène, sont esclaves de leur maître et les gens vicieux de leur passion, hein. Donc en gros, si vous avez beaucoup de désirs, beaucoup de vices, vous êtes esclave parce que vous dépendez dépendez de vos désirs. On lui attribue parfois aussi le mot que j'ai cité plus haut et que voici. Platon, qui le vit laver de la salade, s'approcha et lui dit doucement, si tu avais été aimable pour Denis, qui était le tyran de Syracuse, hein, tu ne laverais pas de la salade. En gros, si tu avais été gentil avec les puissants et t'aurais donné de l'argent, ça ressemble pas trop à Platon, donc bon, bref. Mais si tu avais été aimable pour Denis, tu ne laverais pas de la salade. Sur quoi Diogène lui répondit sur le même ton, et toi, si tu avais lavé ta salade, tu n'aurais pas été l'esclave de Denis. En gros, si tu te contentes de salade, tu n'as pas besoin de lécher les bottes des tyrans. Il déclarait que les courtisanes étaient les reines des rois, puisque les rois obéissaient à leurs moindres désirs. Donc voilà, c'est toujours la même thématique, hein, l'idée qu'à partir du moment où vous désirez quelque chose, vous êtes esclave du désir et des personnes qui peuvent vous aider à satisfaire ce désir. Hein. Et donc, comme je disais, hein, la liberté, qui est l'indépendance plus autosuffisance du cynique, lui permet d'être franc et donc de transgresser toutes les règles de la cité. Hein. Voilà. Donc il y a vraiment cette idée qu'il y a l'honnêteté et la transparence, c'est vraiment le truc principal pour les cyniques. Hein. On demandait à Diogène quelle bête avait la morsure la plus terrible. Chez les bêtes sauvages, c'est le sycophante. Chez les animaux domestiques, c'est le flatteur. Donc le sycophante, c'est celui qui dit du mal des autres, qui dénonce derrière. On lui demandait ce qu'il y avait de plus beau au monde, la franchise. Dans un repas, quelqu'un des convives lui jetèrent des os comme à un chien. Il quitta sa place et l'a uriné sur eux à la manière des chiens. Partisan de la communauté des femmes, il disait que le mariage ne signifie rien et qu'il ne doit y avoir d'autres conditions à l'union des sexes que le consentement réciproque. Il admettait en conséquence la communauté des enfants. Donc ça, vous voyez, c'est des conséquences un peu moins rigolotes, mais plus pratiques. Hein. L'idée, c'est que comme le mariage est quelque chose qui n'existe pas dans la nature, c'est c'est quelque chose construit par la société, hein, en tout cas selon Diogène. Hein, donc l'idée, c'est que c'est quelque chose auquel il faut philosophiquement mettre fin. Ça n'est pas rationnel. Le mariage n'est pas rationnel. C'est une convention sociale créée par les êtres humains. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut avec tout le monde. Bien sûr, du coup, un problème que ne se posaient pas les épicuriens, parce qu'eux, ils touchaient à personne, c'est du coup, on va quand même faire des enfants. Hein. Et l'idée de Diogène, c'est de dire, bah, du coup, les enfants, tout le monde s'en occupe, quoi. Il y a pas de parents dans la nature. Les parents s'occupent un peu des enfants, puis après, ils sont lâchés dans la nature. Donc là, c'est pareil, une fois que les enfants sont assez grands, tout le monde s'en occupe. Une fois qu'ils ont été allaités et qu'ils peuvent marcher. Il y a pas de famille, parce que les familles, ça n'existe pas dans la nature. Voilà, donc un truc sur lequel je vais passer, c'est que un truc qu'on retrouve beaucoup dans le discours de Diogène, c'est qu'il y a vraiment cette idée qu'il y a une valorisation de la virilité. Hein. Le cynique, c'est celui qui est vraiment un homme, pas au sens d'être humain, mais un homme, quoi, un bonhomme, quoi. Et tous les autres, c'est un peu des fillettes, quoi. Donc une phrase très connue de Diogène, c'est un peu ça. Il se promenait en plein jour avec une lanterne et répétait: Je cherche un homme. C'est l'idée, voilà, les Athéniens, vous êtes tous des femmelettes. Euh, voilà. Bon, on trouve des trucs par exemple comme ça. Hein. Il dit un jeune homme efféminé, n'as-tu pas honte de vouloir devenir pire que la nature ne t'a fait? Elle a fait de toi un homme et tu t'efforces de devenir une femme. Donc il y a clairement une sorte de hiérarchisation chez Diogène. On n'est pas chez Platon ou comme après chez les Stoïciens. Il y a vraiment ce truc-là. Et donc
tout le discours de Diogène est vraiment basé sur l'idée que, voilà, en gros, la société vous ramollit, vous rend un peu des mauviettes, et les vrais hommes, ils sont cyniques, quoi. Alors, ça, évidemment, elle parle de consentement mutuel. Ouais. J'ai compris, ça veut dire que pour lui, il pouvait violer n'importe qui, ou alors ça veut dire justement que c'était la seule voie naturelle. Non, non, il doit y avoir un consentement quand même. Il ne doit y avoir d'autres conditions à l'union des sexes que le consentement réciproque. Donc là, l'idée, c'est que, oui, il n'y a pas de. L'idée, c'est juste le rapport doit être consentant, si vous êtes une personne vertueuse quand même, mais par contre, il n'y a aucune obligation pour l'homme vertueux de former des familles, ni pour la femme vertueuse. Tout ça, c'est des trucs qui n'existent pas dans la nature. Oui, ici. Par rapport à ce qu'il a vécu quand il était enfant avec son père, qui était rejeté par la société. Possible, mais on n'a pas beaucoup d'éléments. Donc vraiment, là, je vous ai lu la moitié de ce qu'on a sur Diogène en quelques minutes. Donc ça va être très dur d'aller creuser beaucoup plus profond, quoi. Et en plus, comme je vous dis, les sources sont fiables, comme ça, quoi. Donc, je ne peux pas vous dire. C'est une possibilité, mais encore une fois, c'est difficile à dire. Oui. Parce que chez les gens, il n'y a pas besoin de consentement. Pas une contradiction. Alors, je pense que l'idée derrière, c'est que cracher, c'est naturel, mais que le viol n'est pas naturel. Ouais, mais dans l'amour, enfin, pour lui, c'est naturel, non? Le sexe est naturel. Le rapport consenti est naturel. Vous savez, le viol, c'est pas si répandu que ça dans un grand nombre d'espèces dans la nature. Il y a des espèces où il y en a plein, il n'y a pas de problème. Et par exemple, la plupart des animaux qu'on trouve comme ça, on peut dire qu'il y a il y a de la cour très lourdingue, mais le viol en soi, dans les espèces qu'on approche de chez nous, il n'y a pas tant que ça en vrai. Encore une fois, il y a plein d'espèces dans la nature ailleurs où il n'y a aucun problème. Par exemple, chez les manchots et les pingouins, c'est l'angoisse. Mais il se trouve que probablement dans les animaux que Diogène avait en tête, finalement, si vous y réfléchissez, il n'y a pas des masses. Voilà. Donc, je pense que ce serait peut-être ça le raisonnement, mais c'est toujours très dur à reconstruire. Mais l'idée, c'est que quelque part, il a dû tirer. Sa méthode, c'est de tirer ça de l'observation, ce qu'on trouve chez les animaux. Donc pour lui, ça devait être un truc qu'on observait chez les animaux, que le rapport était en général consentant. Parce que je suis pas sûr que ça nous satisfasse, mais c'est à peu près l'idée, je pense. Je pense qu'effectivement, logiquement, si les animaux étaient en train de se violer en permanence, il aurait dû arriver à la conclusion que finalement, l'interdiction du viol est une convention humaine, etc. Mais il y a cette idée chez lui que c'est pas le cas. En tout cas, selon ce texte-là. Ah. Ne vous inquiétez pas, il y a d'autres trucs bizarres qui arrivent. Voilà, donc ça. Donc Diogène, c'est le plus célèbre, mais les cyniques ont continué après lui. Alors deux autres philosophes très célèbres, c'est Cratès et Hipparchia, deux figures célèbres du stoïcisme. Alors Cratès, il y a encore des anecdotes très sympas sur lui. Je crois que la plus sympa, c'est celle-là. Il y a un Athénien, ami de Cratès, qui un jour a donné un discours et il a pété pendant son discours en public. Donc du coup, il est resté chez lui à se laisser mourir de honte. Et Cratès est venu lui dire, mais tu sais, c'est pas grave, péter, c'est naturel. Et il y avait vraiment des problèmes à l'époque. Donc l'ami n'était pas super convaincu. Alors qu'a fait Cratès? Il est parti, il a mangé beaucoup de haricots et il est revenu chez son ami, lui faire une démonstration d'ordre supérieurement philosophique. Et du coup, son ami s'est converti au cynisme, selon Diogène Laërce, toujours, hein. Voilà. Donc, Cratès, c'est un descendant, on est plus tard dans l'histoire, hein. Mais vous voyez que c'est un peu la même idée. Et Hipparchia, c'est aussi une cynique et là où c'est très bizarre, là où ils ont marqué l'histoire, c'est que c'était des cyniques qui se sont mariés, hein. Ce qui était un peu contraire à leur philosophie. D'ailleurs, Hipparchia était beaucoup plus jeune que Cratès, mais apparemment elle était très amoureuse de Cratès. Cratès, lui, a beaucoup résisté à l'idée du mariage. Il a essayé de la décourager dans un move ultime, selon Diogène Laërce. Il est arrivé chez elle et il a dit, tu sais, je suis très vieux et très moche. Il s'est déshabillé devant elle. Elle a fait, OK. Voilà, donc ça n'a pas marché. Ils se sont mariés. Ce qui a permis, comme bien sûr des développements dans la pratique du cynisme, hein, qui ont dit, voilà, elle se livrait à lui en public, hein. Voilà, donc c'est, je suppose, un progrès par rapport à Diogène, selon comment vous le voyez, et prenait place avec lui dans les festins. Un jour, entre autres, étant un repas chez Lysimaque, elle adressa ce sophisme à Théodore Laté, ce qui est permis à Théodore, et aussi à Hipparchie. Il est permis à Théodore de se frapper lui-même. Il est donc permis à Hipparchie de frapper Théodore. Il y a une faute logique géniale dans le truc, mais ça marche assez bien. Au lieu de répondre à l'argument, Théodore alla relever sa tunique et la mit à nu. Mais quoique femme, elle ne fut ni troublée ni déconcertée.
Et comme il lui appliquait ce vers, quelle est la femme qui a abandonné la navette, c'est le truc pour tisser le fil, auprès de la toile? Elle répliqua sur le champ, c'est moi qui suis cette femme, mais crois-tu que j'ai pris un mauvais parti en consacrant à l'étude le temps que j'aurais perdu à faire de la toile? Ce qui est important, c'est que déjà dans l'école cynique se développe cette idée que finalement, bah, l'idée que les femmes ne peuvent pas assister au repas, ça ressemble quand même un peu à une convention sociale. Je ne sais pas comment vous le ressentez, mais donc toute cette séparation homme-femme, elle n'est pas non plus pertinente ni rationnelle, hein. A priori, dans la nature, il n'y a pas ce genre de séparation, donc il faut l'appliquer. Donc voilà, ça c'est à peu près un résumé des cyniques. Je ne sais pas si vous voyez l'ambiance. Donc l'idée, c'est que chez les cyniques, il faut vivre selon la nature, et ça s'entend selon deux lois. Déjà, la nature, c'est l'ensemble des désirs naturels. Donc, en gros, vivre selon la nature, ça revient à satisfaire les désirs naturels et pas autre chose, hein. Voilà. Donc, en gros, l'idée, c'est que vivre selon la nature, c'est vivre selon les désirs qui sont naturels et pas selon les autres. Mais c'est aussi vivre selon la nature en rejetant tous les lois, les préjugés qui ont été créés par l'être humain. C'est-à-dire prendre la nature, c'est-à-dire le monde non humain, les animaux comme modèle, hein. Donc, ça, c'est les deux sens du mot nature. Et il y a un troisième sens où on pourrait dire que le cynique cherche à vivre selon la nature, mais ça ne marche pas en grec. Ça marche surtout maintenant. On dit que le cynique, c'est quelqu'un qui est naturel, hein. Il ne cherche pas à être hypocrite ou à cacher ses sentiments. Il est naturel au sens où il n'y a pas de phare, hein. Il dit tout ce qu'il pense. Il est nature, hein. Tout ce qui lui passe par la tête, il le dit. Si vous n'aimez pas, il le dit. Donc lui, il est pas, il ne cache pas ce qu'il est. Donc il est naturel dans ce sens plus vague. Voilà, donc je suis allé un peu vite, mais est-ce que ça va? Est-ce que vous voyez un peu l'esprit du cynisme? Oui. Alors, non. Peut-être, ça c'est dur à dire parce qu'on n'a pas chez les cyniques, mais c'est quelque chose qu'on trouve chez les stoïciens, avec cette idée que c'est quand même un peu dans la nature de l'homme d'être un être social. Hey. Comment? Alors, l'idée c'est que on sait que Diogène a écrit quelque chose comme une république, un texte qui s'appelle La République, où probablement il décrivait à quoi devait ressembler une communauté cynique, quoi. Mais bon, en attendant de fonder une communauté cynique, vu qu'il n'y avait pas non plus 50 000 cyniques à l'époque, la communauté des autres êtres humains, il l'a trouvée à Athènes, quoi. Mais bon, effectivement, on pourrait se dire pourquoi ne pas vivre dans la forêt? Je pense que la réponse est en partie ça, quoi. C'est que ça fait partie de la nature de l'être humain de vivre socialement quand même. C'est pour ça que la vertu, ça inclut aussi le fait de ne pas être injuste. Parce que c'est dans la nature de l'être humain de vivre en harmonie avec les autres êtres humains. Même si l'harmonie a un sens un peu particulier pour Diogène, quoi. Mais en tout cas, il est avec eux, quoi. Bon, il se trouve qu'il semble qu'il y a un grand nombre d'Athéniens qui nourrissaient Diogène quand même. Donc, a priori, tout le monde ne le détestait pas, quoi. C'était un personnage. Donc il y avait une certaine sorte d'harmonie qui régnait. Mais oui, c'est une très bonne question. Pourquoi pas vivre dans la forêt? Comme je dis, si on considère que les stoïciens reprennent une partie du cynisme, quelque chose qu'on va voir chez les stoïciens, c'est clair que c'est dans la nature de l'être humain de vivre en cité. Donc ce serait pas naturel de vivre dans la forêt pour un être humain. Quelque chose comme ça. Oui. Congrégation taureau, c'est ainsi. Comment? Taureau, c'est ainsi. Taureau. Je sais pas du tout. Ah, taureau. Je cherchais un truc, un romain qui s'appelait taureau, mais bref. Euh, bah, il y a une. Alors, il n'est pas un cynique, hein, dans le sens où Taureau ne se livre pas à ce genre d'exaction, et est un personnage très bien sur lui, mais il y a effectivement une sorte de rejet de l'hypocrisie, des conventions, de la nature, qu'on peut retrouver chez Taureau. Comme je dis, l'attitude, on la retrouve aussi beaucoup chez Rousseau. Donc je pense que aussi ça transite de Rousseau à Taureau d'une certaine façon. Alors, il n'est pas un cynique, mais il y a clairement une inspiration similaire. Ce serait quelqu'un qui, je pense, pourrait être rapproché assez clair des cyniques, quoi. Oui. Sans lien direct avec Diogène comme philosophe, mais vous savez pourquoi on parle du syndrome de Diogène? C'est exactement le contraire, c'est-à-dire accumuler des tâches. Ouais, j'ai aucune idée parce que c'est le contraire. Je sais pas du tout d'où ça vient en fait. Ouais, c'est une bonne question. Peut-être que c'est pas le même Diogène, j'en sais rien. Il y a plein de Diogènes dans l'Antiquité, mais je sais pas du tout. Parce que vraiment, le principe de Diogène, c'est de se débarrasser de tout, quoi. Donc, oui, c'est bizarre. C'est vrai que je m'étais jamais posé la question. Oui. Bah, est-ce que l'hygiène, Ce personnage-là, moi je le vois comme symbolisant comme symbolisant quoi? le symbole de Diogène. Ah, pour moi, le syndrome de Diogène, c'était plus l'accumulation de biens, genre les mecs qui ont des appartements bourrés de trucs. C'était pas juste la crasse. C'est la Ouais, crasse. c'est ça.
Sur la trace. Ah ouais, bon, dans ce cas-là, peut-être. Mais je sais pas, c'est pas clair que Diogène était sale, en fait. Il n'y a rien dans les textes qui le dit, hein. Bon, après, il se polluait dessus, mais bon, après, peut-être qu'il se lavait, quoi. C'est pas évident. Je crois pas qu'il y ait de textes qui disent, voilà, quand Diogène arrivait, les gens s'écartaient à cause de l'odeur. A priori, il pouvait quand même prendre place dans des banquets à côté des gens, donc... Ah, mais oui, bah, si on vise bien, on peut ne pas se salir en pissant sur les gens, hein. Ouais, Ouais, je veux dire, effectivement, peut-être que c'est ça, mais c'est pas clair dans les textes qu'il était spécifiquement sale. Voilà. Peut-être qu'il l'était, hein. Mais peut-être que ça vient de là, effectivement, que les gens ont supposé qu'il était sale et que c'est de là que ça vient. Mais c'est vrai que c'est bizarre d'appeler un syndrome comme ça, alors que le type avait pas de baraque, quoi. Et avait comme principe d'avoir le moins de choses possible. Alors si on se concentre sur la crasse, peut-être, mais il faudrait que je relise tout Diogène Laërce, je suis pas sûr, enfin tout le passage, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose qui dit qu'il était sale, spécifiquement. Non, hein. Mais peut-être que c'est de là que ça vient, hein. Après, il y a une peut-être mauvaise conception de Diogène qui a donné nom au syndrome. Alors pourquoi est-ce qu'on parle du cynisme? Parce que c'est ce qui donne naissance au stoïcisme. Donc c'est ça qu'on va parler aujourd'hui et la semaine prochaine. Donc le stoïcisme, c'est une école qui est créée vers -300 par Zénon de Citium, hein, qui est le fondateur du stoïcisme. Zénon est un élève de Cratès, dont on vient de parler, c'est pour ça que j'en ai parlé. Mais il a un peu échantillonné toutes les écoles de l'époque, hein. Il a fait un peu l'académie, un peu le lycée, un peu les mégariques. Je suis pas sûr qu'il ait fait les épicuriens par contre, mais enfin il a tenté pas mal de trucs. Et il a fait une sorte de synthèse de sa propre et créé sa propre école. Et alors, pourquoi est-ce qu'on parle de stoïcisme? Ben, parce qu'il enseigne sous un portique qu'on appelle le Stoae Poikile. Et donc ça vient de là. Stoa, c'est portique. Et donc les stoïciens, c'est l'école du portique. D'ailleurs, si vous lisez des textes du 17e et 18e siècle, vous trouvez parfois l'expression le portique avec un P majuscule. Ça veut juste dire le stoïcisme en fait. Alors, quelles sont les thèses principales du stoïcisme? Alors, celle qui nous importe le plus, c'est celle-ci. La vertu est le seul bien et le vice est le seul mal. C'est pas juste que la vertu c'est bien, hein, c'est la vertu est la seule chose qui est bien. Et bien pas que au sens moral, mais bien au sens chose qui rend votre vie bonne. La seule chose qui fait qu'une vie est meilleure qu'une autre, c'est la présence de la vertu. Alors la vertu est inatteignable pour les humains, ça c'est quelque chose que les stoïciens vont plus ou moins défendre ou nuancer au cours du temps, mais il y a cette idée que la vertu c'est pas facile, hein. La vertu c'est difficile. Les stoïciens aiment bien prendre des modèles, et en gros, leurs deux modèles de vertu, c'est Socrate et Hercule. Voilà, le stoïcien, c'est un mélange entre Socrate et Hercule. Euh, alors, ce qui est très important, c'est que les passions et le vice, donc qu'est-ce qui vous détourne de la vertu? C'est les passions, que vous pratiquez dans le vice, et on va voir que ce qui est important, c'est que pour les stoïciens, les passions, la colère, la haine, la jalousie, tout ça, ne viennent avant tout d'une erreur de jugement. Hein, on pourrait penser que c'est les émotions qui viennent tromper votre jugement, biaiser votre jugement, mais non, c'est parce que vous avez mal jugé que vous avez ces émotions. C'est dans l'autre sens que ça fonctionne pour les stoïciens. Et quelque chose que je n'ai pas mentionné, quelque chose d'important pour les stoïciens, c'est que bah, on est encore une fois dans une école antique qui pense que tout ce qui existe est corporel. Hein, donc même l'âme est corporelle. Il n'y a que quatre choses qui sont pas corporelles, c'est le vide, forcément, hein, les corps se déplacent dans le vide. L'espace et le temps, qui constituent le cadre dans lequel les corps évoluent, et la signification des mots. La signification des mots est quelque chose de non corporel, hein. La signification n'est pas ici. Par contre, tout le reste, l'âme, tout ça est corporel. Oui. les deux problèmes entre la- Hmm. C'est-à-dire Les que passions. Ah, passion, la- ouais, c'est ça. C'est la patheia, c'est les choses où l'âme est passive en fait. Oui, du coup, plus ou moins ce qui donne le terme passion au XVIIe siècle, effectivement. C'est l'idée, c'est les choses sur lesquelles l'âme n'est pas active, mais qu'elle subit, en fait, hein. C'est la même racine que pathologique. On est sur quelque chose qui est. Donc l'idée, c'est que c'est pas toutes les émotions, hein. Il y a des émotions pour les stoïciens qui ne sont pas des pathéias, hein. Il y a des émotions non pathologiques, si vous voulez. Hein, par exemple, la joie et la fierté d'être vertueux, c'est très très bien. Ça n'est pas pathologique. Vous pouvez être. C'est une émotion tout à fait rationnelle. Alors, Zénon, on n'a plus grand-chose de lui, hein. On va voir qu'en fait, on a surtout ce qu'on connaît du stoïcisme, c'est vraiment la dernière étape du stoïcisme. C'est une école qui a une très longue histoire et on connaît surtout la fin. Donc, on sait que Zénon est quand même quelqu'un qui est très proche des cyniques. Donc, il a aussi écrit un ouvrage qui s'appelle La République, parce que c'est vraiment la mode, quoi. Tout le monde écrit La République. Pour vous montrer à quel point
le type reste proche des cyniques, c'est quand même un livre qui fait scandale à l'époque et qui rejette de nombreuses conventions sociales. Donc il nous reste par exemple un argument qui a été transmis par exemple par les sceptiques sur le fait que finalement l'inceste, bah, c'est pas si mal que ça. Hein, c'est un peu une convention sociale si c'est mal. Hein, voilà, donc, voilà ce qu'on a l'extrait là suivant. Hein. Concernant le respect sacré que l'on doit à ses parents, le même homme, Zénon, dit à propos de l'histoire de Jocaste et d'Œdipe qu'il n'y avait rien de terrible à ce queŒdipe frotta sa mère. Petit euphémisme. Hein. Si quand la mère est dans un état de faiblesse, le fils lui apporte son aide en se mettant à frotter avec ses mains une partie de son corps, il n'y en a rien de honteux. Je ne sais pas, imaginez que vous êtes un homme, votre mère a fait un malaise et pour la ressusciter, il fallait lui faire imprimer vigoureusement des mouvements sur son corps. Zénon dit, bah, dans ce cas-là, tout va bien, pas de problème. Ou alors imaginez qu'elle est transit froid, il faut vite lui faire des frictions pour pas qu'elle fasse un malaise. Très bien, Zénon dit, il n'y a aucun problème. Du coup, en revanche, en frottant d'autres parties, il faisait cesser sa douleur et la réjouissait. Et si de sa mère il a eu des enfants bien nés, alors ce serait honteux. Pourquoi? Hein, tu vois, il y a point d'interrogation. Ce serait honteux. Donc finalement, hein, si aider sa mère à se remettre d'une inconvenance en frottant des parties de son corps contre elle, c'est pas si mal. L'inceste est juste un sous-cas de ce truc-là, donc finalement, il n'y a aucun problème. Vous voyez, ça passait très bien, comme vous l'imaginez, ça passait très très bien à l'époque comme argument. Voilà, donc ça, c'est les premiers stoïciens, et si je vous dis ça, c'est pas juste pour défendre l'inceste, c'est pour vous montrer qu'en général, nous, ce qu'on sait des stoïciens, on les a surtout lus les Romains, qui sont tout au bout de la chaîne, et on voit en comparant que ça s'est quand même un petit peu embourgeoisé. Hein. Dire, on est plus dans l'establishment quand même quand on lit les stoïciens romains. On est moins sur des trucs provoquants de ce genre-là. Alors, le truc du stoïcisme, c'est qu'on considère qu'il y a trois grandes phases. Il y a l'ancien stoïcisme avec les grands théoriciens, Zénon, Cléante et surtout Chrysippe, qui a écrit énormément de choses, qui a posé les bases de la physique, de la logique, du stoïcisme, des auteurs dont il ne nous reste presque rien. Voilà. Donc ça, on n'a rien. Non, presque rien. Ensuite, il y a le moyen stoïcisme, où l'école continue à vivre. Et là, on n'a rien, vraiment quasiment rien. Et là, on arrive à la fin au stoïcisme latin ou impérial, où le stoïcisme quitte Athènes où il est né pour s'implanter à Rome. Et là, on a beaucoup de choses. Donc c'est important de voir que notre vision du stoïcisme, elle est énormément biaisée par le stoïcisme romain. Alors qu'est-ce que c'est la différence entre le stoïcisme romain et les autres stoïcismes? C'est que là, on a des Grecs, ce sont des gens très théoriques, ils développent des logiques, des théories physiques. Beaucoup du stoïcisme est très théorique, hein, développent des considérations sur le fonctionnement du monde, ils mettent au point une première forme de logique propositionnelle même. Mais en général, les stoïciens romains considèrent que la partie vraiment intéressante du stoïcisme, c'est la partie pratique et l'éthique. Donc on a une vision du stoïcisme qui est très orientée vers la pratique et l'éthique, mais c'est aussi peut-être à cause d'accidents historiques, surtout parce qu'on a les stoïciens romains. Donc, il y a trois grands stoïciens romains. Il y a Sénèque, il y a Épictète et il y a Marc Aurèle. Moi, je vais vous parler surtout d'Épictète et de Marc Aurèle, déjà parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et ensuite parce que je déteste lire Sénèque, c'est insupportable. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien vers une vidéo. C'est une chaîne qui s'appelle Monsieur Phi, je ne sais pas si vous connaissez, qui a fait une interview de Sénèque qui est juste magnifique, merveilleuse, incroyable, et qui montre bien différents extraits de Sénèque. Mais franchement, moi, Sénèque, bon. Voilà. Non, je veux dire, par exemple, quand vous lisez Sénèque, la densité est très faible en fait. Il y a beaucoup de blabla pour pas grand-chose. Tandis que si vous lisez Marc Aurèle, si vous lisez Épictète comme vous l'avez fait pour aujourd'hui, on a un ratio extrêmement inverse. C'est très court, et il y a plein de trucs à dire. Donc, on gagne du temps. Alors, quelles sont les sources sur le stoïcisme? On en a beaucoup plus que sur l'épicurisme. Alors, déjà, vous avez ce texte qui rassemble la plupart des fragments qu'on a des stoïciens. C'est un volume assez épais. Et on a surtout des œuvres complètes. On a le manuel d'Épictète que je vous ai demandé de lire, dont je vais parler. On a les Pensées pour moi-même de Marc Aurèle. Marc Aurèle, c'est un empereur romain, hein, mais qui a beaucoup lu Épictète. Donc, les Pensées pour moi-même sont très épictétiennes, en fait, reprennent beaucoup d'Épictète. Le manuel d'Épictète lui-même est en fait un condensé de ce qu'on appelle les entretiens d'Épictète. Donc, Épictète enseignait beaucoup. Et c'est son élève qui a condensé les meilleurs morceaux des entretiens d'Épictète qui ont été retranscrits pour faire le manuel. Et si vous voulez une approche plus théorique, vraiment, il y a ce livre de Cicéron, le De Finibus Bonorum et Malorum. Alors j'ai vu qu'il y avait une édition française qui n'existait pas quand j'étais jeune, qui a été publiée, qui s'appelle Fin des biens et des mots. Alors vous voyez qu'en fait finalement c'est toujours le même problème. Hein. De Finibus Bonorum et Malorum, c'est l'idée que les biens et les mots ont un but ultime. Hein. Et la question c'est de trouver quel est le but ultime qui fait que les choses sont bonnes ou mauvaises.
Et donc, c'est un écrit en 5 livres, même si c'est des petits livres. Les livres 1 et 2 sont consacrés à l'épicurisme, et les 3 et 4 sont consacrés au stoïcisme. Et surtout, le livre 3, c'est Cicéron qui met en scène un personnage stoïcien qui expose ce qu'est le stoïcisme à l'époque. Et donc, c'est un bon résumé du stoïcisme, plutôt systématique comparé à ce que vous avez trouvé chez Épictète et Marc Aurèle, qui sont des livres assez spéciaux. Par exemple, Les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, qui sont très très intéressantes, ne sont pas un livre destiné à la publication, hein. C'était ses cahiers, c'est son cahier personnel dans lequel il prenait des notes pour s'exercer au stoïcisme. C'est passé à la postérité parce que c'est quand même Marc Aurèle, quoi. Mais c'était pas quelque chose qui était destiné à être publié. Et puis le manuel d'Épictète, on va voir aussi que c'est quelque chose d'assez particulier. Alors, donc, je vais centrer ma présentation du stoïcisme sur Épictète, ce qui n'est pas forcément techniquement bien, parce qu'en fait, Épictète a une version du stoïcisme très particulière, mais c'est celle qui est la plus connue, et de toute façon, on n'a pas beaucoup de temps, donc je vais prendre Épictète. Donc Épictète, c'est un esclave, il est esclave à Rome, et il sera affranchi, et il va se dédier sa vie à l'enseignement oral de la doctrine stoïcienne. Euh, À un moment, il va quitter Rome parce que régulièrement, les philosophes sont expulsés de Rome. Il y a un peu un cycle comme ça. Au bout d'un moment, on en a un peu marre des philosophes, on les exclut, puis au bout d'un moment, ils reviennent. Ça fait quand même partie un peu du folklore de la cité, quoi. Euh, voilà. Une anecdote connue sur Épictète, c'est ça, c'est que comme son maître lui tordait la jambe, lui souriant, disait sans émotion, tu vas la casser. Et quand la jambe fut cassée, il ajouta, ne te disais-je pas que tu allais la casser. En gros, le type est tellement stoïcien qu'il dit, voilà, là, si tu continues à m'appuyer sur la jambe pour me punir, tu vas la péter. Ah bah mince, c'est dommage, tu vois, tu l'as pété, c'est quand même triste pour toi. Pas pour moi, hein, parce que là, du coup, ton esclave, il est plus très opérationnel, mais moi, ça va, t'inquiète pas. Voilà, ça c'est le stoïcisme. Alors, un des ouvrages principaux du stoïcisme, c'est le Manuel d'Épictète. Et le titre original, alors qui est en grec, pourquoi en grec? Parce que la plupart de la philosophie à l'époque est écrite en grec à Rome. C'est comme aujourd'hui, vous allez lire plein de trucs en anglais pendant vos études parce que c'est la langue scientifique, quoi. Donc là, la langue philosophique de l'époque, c'était le grec. Beaucoup de textes, même écrits à Rome, étaient en grec. D'ailleurs, si vous lisez Cicéron, en général, c'est un peu chiant parce que les premières pages de chacun de ses ouvrages consistent à dire, alors oui, je vais essayer de traduire les termes grecs en latin. Alors ça sera jamais parfait, mais je pense qu'il faut traduire, c'est important, etc., etc. Donc il y avait vraiment cette idée que la philosophie, c'est un truc qui se lisait mieux en grec. C'est vraiment un débat qu'à l'époque. Est-ce qu'on peut vraiment traduire la philosophie en latin? Parce que finalement, on ne comprend pas ça mieux dans l'original. Hein, c'est un peu les débats VFVO qu'on peut avoir aujourd'hui au cinéma. Il y avait déjà ces débats à Rome du genre, oui, moi j'ai lu Platon en grec parce que franchement, en latin, ça vaut rien. Euh, voilà. Alors, le manuel d'Épictète, ça traduit Enchiridion Epictetu. Alors, l'Enchiridion, c'est le nom qui est donné à la base à une petite arme qu'on garde sur soi pour se protéger en cas d'urgence, en fait. C'est pour ça que c'est traduit manuel, parce qu'un manuel, c'est quelque chose qu'on garde à la main, en général. Alors maintenant, vu qu'aujourd'hui, les manuels, ils font cette taille-là, l'étymologie est un peu perdue, mais à la base, un manuel, c'est quelque chose qu'on pouvait garder à la main, hein. Et donc, l'idée, c'est qu'il n'est pas rédigé par Épictète lui-même. Épictète n'a pas écrit de choses, à notre connaissance. Mais il avait un élève qui s'appelait Arien qui a retranscrit les entretiens qu'Épictète avait avec plein de gens. Et il a composé à partir de ces entretiens ce manuel. Et le manuel, c'est vraiment censé être les meilleurs morceaux, le best-of Épictète. C'est-à-dire les trucs dont il faut se rappeler dans des cas d'urgence. Si à un moment, voilà, vous êtes en plein désarroi, déprimé, en face à des difficultés, si les passions menacent de saisir votre âme, vous replongez dans le manuel et vous allez trouver les enseignements fondamentaux d'Épictète qui vont vous permettre de faire face à cette situation. C'est vraiment conçu comme ça. C'est vraiment quelque chose que l'apprenti garde sur lui comme rappel, en fait. Hein, donc c'est pour ça que c'est pas un ouvrage avec un début, une fin et des parties. C'est l'ensemble des choses bonnes, des meilleurs, des mantras, en fait, d'Épictète. Alors du coup, qu'est-ce qui est important dans la philosophie stoïcienne? Alors une chose importante, c'est que comme d'autres écoles antiques, comme l'épicurisme par exemple, les stoïciens considèrent que la philosophie a 3 parties. Ça, c'est quelque chose d'assez fréquemment accepté dans l'Antiquité. Il y a la logique, qui vous dit comment il faut penser, comment il faut réfléchir, quelle est la forme de raisonnement correcte. Il y a la physique, qui est la connaissance de la nature. Et il y a l'éthique. Et en général, pour les philosophes, pour les philosophies antiques, tout ça va de pair. Ce n'est pas des choses indépendantes. Parce que, rappelez-vous, hein, je vous ai un peu fait le schéma disant, avant Socrate, il y avait les présocratiques qui s'occupaient de la nature. Socrate a dit qu'il faut s'intéresser à la vie pratique. Platon, on ne trouve pas beaucoup de physique. Mais en fait, après Platon, la plupart des écoles ont une physique, ont une théorie de la nature. Et l'idée, c'est que c'est pas au hasard, hein, c'est l'idée que c'est que pour savoir comment vivre sa vie, pour faire de l'éthique, il faut savoir quelle est notre place dans la nature. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Ça nous paraît très contre-intuitif aujourd'hui, parce qu'en général, aujourd'hui, on ne se dit pas, je ne sais pas comment vivre, vite, je vais suivre un cours de physique quantique, quoi. Mais pour l'époque, c'est assez clair que pour savoir comment vivre sa vie, il faut savoir
comment le monde fonctionne et quelle est notre place dedans. Donc, il faut faire de la physique pour faire de l'éthique. C'est pas indépendant, c'est complètement lié. Et l'idée, c'est que la logique vous fournit les bases pour faire la physique et l'éthique. Ça vous apprend à raisonner. Donc ça, c'est les trois parties de la philosophie. Alors, les stoïciens ont plusieurs métaphores pour dire comment ça s'organise. Bah, alors, l'idée, c'est que, par exemple, la physique, c'est l'arbre et l'éthique, c'est le fruit. On fait de la physique pour obtenir l'éthique. Puis la logique, c'est la barrière qui protège l'arbre, parce que ça vous protège des faux jugements. Ça protège l'arbre de la physique des dangers, quoi. Et donc, d'Épictète, c'est que, bon, Épictète, c'est quand même quelqu'un qui s'intéresse beaucoup plus à la partie éthique. Il y a très peu sur les autres parties dans ses ouvrages. Mais il garde l'idée que, voilà, les trois parties sont nécessaires, hein. Il dit, voilà, la partie la plus nécessaire de la philosophie, c'est l'éthique, hein, celle qui traite de la mise en pratique des théories, par exemple, ne point mentir. La seconde, c'est la logique, celle qui contient les démonstrations. Par exemple, il faut quand même bien démontrer qu'il ne faut pas mentir. C'est ça. Et la troisième, celle qui confirme, explique les autres. Par exemple, comment... ah non, non, ça c'est la physique. Et la troisième, c'est celle qui confirme, explique les autres. Par exemple, comment on s'assure que c'est une démonstration. Donc il faut... on tire l'éthique de la physique, et la physique est permise par la logique qui nous dit qu'il y a un raisonnement, comment on fait un raisonnement. Il y a un peu cet ordre-là, si vous voulez. Mais le manuel se concentre surtout sur l'éthique, hein. Et alors, le manuel s'en sur une distinction qui est cruciale pour le stoïcisme de cet âge-là, mais il y a des raisons de penser que cette distinction n'existait pas dans le stoïcisme classique, qu'elle n'était pas fondamentale, mais elle est fondamentale pour le stoïcisme romain. C'est l'idée qu'il faut distinguer les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Ça, là-dessus que s'ouvre le manuel, c'est la pensée fondamentale selon Épictète, c'est qu'il y a des choses qui dépendent de nous, des choses qui ne dépendent pas de nous. Il faut vraiment voir que quand Épictète parle des choses qui dépendent de nous, c'est qu'elles dépendent entièrement et uniquement de nous, hein. Parce qu'il y a des choses qui dépendent un peu de vous, hein, quand même. Par exemple, je ne sais pas, réussir à vos examens, ça dépend un peu de vous, parce qu'il faut que vous travaillez. Mais imaginons que le prof est un grand taré qui donne un truc super compliqué. Peut-être que vous allez rater, ça ne dépendait pas entièrement de vous, hein. Peut-être qu'il a décidé de faire rater tout le monde. Mais du coup, Épictète rangerait ça dans réussir vos examens, ça ne dépend pas entièrement de vous. Ce qui dépend entièrement de vous, c'est d'essayer de vous préparer pour les examens. Parce que vous voyez la différence. Donc l'idée, c'est que par exemple, il y a certaines choses qui ne dépendent pas de nous, c'est clair, c'est le corps. Par exemple, bah, déjà, vous n'avez pas choisi vraiment à quoi votre corps ressemblait, hein. Ensuite, il peut lui arriver des trucs, des maladies sur lesquelles vous n'avez pas de contrôle. Les biens, par exemple la richesse ne dépend pas entièrement de vous, hein. Par exemple, si vous faites voler, ça ne dépend pas de vous. Et puis voilà, la richesse disparaît. La réputation, hein, la réputation ne dépend pas entièrement de vous, elle dépend en partie de ce que vous faites, mais pas uniquement. Les ragots, des fois, courent sans forcément de raison. Et les dignités, encore une fois, à quel point vous êtes haut dans la hiérarchie, à quel point vous avez tel rang, bah, ça ne dépend pas uniquement de vous, hein, ça dépend quand même beaucoup du copinage et donc des relations que vous avez et donc des autres. Et à l'inverse, il y a les choses qui dépendent entièrement de vous, entièrement de nous, c'est votre opinion. Pour les stoïciens, c'est vous qui formez votre opinion, c'est vous qui révisez votre opinion. Le vouloir, le désir, l'aversion, et du coup, tout ce qui est désir et émotion va dépendre du jugement, en fait, pour les stoïciens. Hein, si vous jugez que quelque chose est bon, vous allez le désirer, et si vous l'avez, vous allez être heureux, mais tout ça dépend du fait que vous avez jugé que cette chose-là était bonne. Et comme le jugement est sous votre contrôle, tout ce qui se passe intérieurement est sous votre contrôle. Enfin, pas tout, hein. Par exemple, si je ne peux pas décider de voir mes perceptions, je ne les choisis pas. Mais ce qui fait partie de l'opinion et ce qui découle de l'opinion, c'est moi qui les choisis. C'est moi qui les contrôle. Alors pourquoi c'est important? Eh bien, très simplement parce que Épictète a un raisonnement très efficace qui est que si vous entraînez à ne désirer que les choses qui dépendent entièrement de vous, ben, vous aurez toujours ce que vous voulez. C'est logique. Les choses qui dépendent de vous, elles dépendent entièrement de vous. Donc si les seules choses que vous désirez, c'est des choses qui dépendent de vous, vous aurez toujours ce que vous voulez, puisque ça dépendra que de vous, hein. Par exemple, imaginons que la seule chose que vous vouliez, c'est être vertueux, complètement au hasard. Vu que la vertu dépend entièrement de vous et pas du reste, eh ben ça, vous pourrez l'avoir à partir de... C'est sous votre contrôle, vous pourrez l'avoir. Donc c'est vraiment ça que propose Épictète, hein. Il dit, voilà, souviens-toi que ce que se promet dans le désir, c'est d'obtenir l'objet désiré. C'est quoi le principe du désir? C'est de vouloir ce qu'on désire. Euh, Celui qui est frustré dans son désir est malheureux, celui qui tombe dans ce qu'il fuit est misérable. Fuis donc seulement les choses qui, dépendant de toi, sont contraires à la nature, et tu ne tomberas point dans ce que tu fuis. Mais si tu veux éviter la maladie ou la mort ou la pauvreté, tu seras misérable. Voilà. Cherchez pas, entraînez-vous à pas désirer de ne pas être malade, à ne pas désirer être pauvre, à ne pas désirer être vivant, parce que ces choses-là, bah, ça dépend pas entièrement de vous.
Concentrez-vous sur le fait de vouloir uniquement ce qui dépend entièrement de vous. Et du coup, vous serez non seulement tout le temps heureux, parce que vous aurez ce que vous voulez, et vous serez aussi libre, hein. C'est ce qu'il dit ici, hein. Souviens donc toi que si tu crois libre ces choses qui de leur nature sont esclaves et propres à toi, celles qui sont étrangères, tu seras entravé, affligé, troublé. Tu accuseras Dieu et homme. Mais si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui en effet t'est étranger, nul te forcera jamais à faire une chose, nul ne t'en empêchera. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras pas involontairement une seule action. Donc là, on retrouve le lien avec le cynisme. L'idée, c'est que ce que vous vend le stoïcisme, c'est une liberté totale. Si être libre, c'est faire ce qu'on ne veut pas, d'accord? Si les seules choses que vous voulez ou ne voulez pas, c'est des choses qui sont entièrement à votre contrôle, personne ne pourra vous forcer à faire ce que vous ne voulez pas. Est-ce que ça a un sens? Ouais. En gros, imaginez que les seules choses que vous désiriez ou désiriez pas, c'est des choses qui sont entièrement dans votre contrôle, entièrement dans votre esprit. Personne ne peut vous forcer. Ah, par exemple, personne ne peut vous forcer à avoir telle opinion. L'opinion dépend uniquement de votre jugement. Bah, oui. Là, on reste dans les classes. Oui, alors c'est un peu le problème avec Épictète, c'est assez bizarre, c'est qu'en fait, il va dire que finalement, ce qui est bon, c'est la vertu, mais les arguments pour le défendre ont l'air de supposer que le bonheur consiste à avoir ce qu'on veut. Donc, on peut considérer ça, soit c'est une sorte de contradiction au système épictétien, soit c'est une façon de partir de la définition commune du bonheur pour amener progressivement les gens vers l'acceptation d'une conception plus philosophique. Vous pouvez voir l'un ou l'autre. Et là, pour la vertu, on reste dans la nature. Ouais, alors ça, j'ai pas encore expliqué pourquoi. Pour l'instant, j'ai juste dit, voilà, pour être heureux, il faut uniquement désirer les choses qui dépendent entièrement de vous. Donc, spoiler, j'ai pas encore expliqué pourquoi c'est la vertu. Mais pour l'instant, c'est juste ce que dit Épictète. Première leçon, tu veux être heureux, tu veux être libre, il faut faire uniquement ce que tu veux et jamais ce que tu veux pas. Et la solution pour ça, c'est de ne désirer que les choses qui sont entièrement sous ton contrôle. Oui? C'est un peu par exemple, on parle de maladie, donc on mange bien ou pas, on peut être plus ou moins malade, on mange trop, on mange pas, etc. Alors effectivement, donc là on est sur une définition de sous ton contrôle qui est absolue. C'est vraiment, à partir du moment où c'est 1% pas sous mon contrôle, c'est déjà pas vraiment sous mon contrôle. C'est- Parce que si je désire quelque chose qui est à 99% sur mon contrôle, bah, peut-être que quand même je serai déçu. Il y a une chance que je sois déçu. Et triste. C'est 1% de son temps, c'est ça. Voilà. Voilà. Oui. Il y a vraiment toujours des choses qui sont au total. Alors ça, c'est un peu c'est un peu l'objection qu'on peut faire au stoïcisme. L'idée, c'est que, bon, pour le stoïcisme, c'est clair que notre pensée est entièrement sous notre contrôle. Après, si je vous donne un gros coup de marteau sur la tête, je ne sais pas à quel point ça fonctionne. Mais c'est une objection possible, quoi. Ça va? Ouais. Mais oui, effectivement, oui. L'influence l'influence de l'opinion, etc. Pas des masses. L'idée, c'est que L'idée, c'est que oui et non. En gros, les stoïciens sont des héritiers du cynisme. Donc, pour eux, vous êtes déjà plein de mauvaises opinions qui sont diffusées par la société. Mais pour eux, il y a une méthode pour s'en libérer. On verra ça pas aujourd'hui, du coup, mais la semaine prochaine. Mais il y a, dans la partie de la philosophie stoïcienne qu'on appelle la logique, il y a toute une discipline du raisonnement et du jugement qui est censée vous libérer de ces choses-là. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une prise en compte de ça, mais pas plus que chez les cyniques ou dans les philosophes antiques, avec l'idée que des opinions. Bah, finalement, l'idée est déjà chez Platon dans la caverne, hein. La caverne est pleine d'opinions fausses. Le but de la philosophie, c'est de s'en libérer, quoi. C'est de se libérer de ces opinions fausses. Donc, il y a pas d'idée que ça empêche d'atteindre un contrôle absolu, hein. Il y a une façon de se libérer de ces choses-là. Oui. C'est qu'il est aisé de distinguer entre les choses qui sont sous notre contrôle et ceux qui ne le sont pas. Ou est-ce qu'on peut se tromper? Alors, Une chose est sous notre contrôle et l'autre n'est la réponse est oui et non. C'est oui dans le sens, dans la salle de classe, pendant qu'Épictète vous l'explique, en général, c'est assez clair, mais dans la vie de tous les jours, en fait, dans la pratique, on a tendance à partir au quart de tour et à oublier la distinction. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'entraîner pour que cette distinction, elle devienne pas seulement quelque chose que vous savez à un niveau abstrait, mais qu'elle se traduise dans le comportement et dans votre perception de tous les jours. En gros, les stoïciens défendent une sorte de doctrine de la connaissance où la connaissance commence par le monde extérieur m'envoie des impressions et je peux les accepter ou les rejeter. Par exemple, prenons un exemple stoïcien. Imaginons que quelqu'un me file une claque et m'insulte. Je pourrais avoir la tendance naturelle à juger que c'est mal. Je sais pas, hein, ce que dirait un stoïcien. Peut-être ma première tendance, c'est ça. Et peut-être que dans cette tendance-là, j'oublierai de faire un pas en arrière et de refuser cette impression. Hein. Même si je connais par ailleurs la distinction entre choses qui dépendent de moi et choses qui dépendent pas de moi.
En gros, il y a l'idée que c'est facile à connaître, mais c'est pas facile à implémenter. Je sais pas si ça a un sens. C'est dans la pratique de la vie de tous les jours, c'est un peu difficile de se dire, oui, non, mais en fait, être insulté, me faire taper dessus, ça dépend pas de moi, donc finalement, c'est pas si mauvais que ça. Ça demande un peu d'exercice, ça. Après, restituer la distinction sur le papier dans le cadre d'un examen, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc c'est pas la connaissance abstraite, c'est l'application concrète qui a un problème. Oui. Chez les stoïciens, chez les cyniques, vous avez parlé de la liberté Mhm. et comme étant en partie l'absence de contraintes, mais aussi le fait de faire tout ce qu'on veut. Ouais. Mais ce ne serait pas seulement uniquement l'absence de contraintes. Et Montesquieu, il dit que la liberté est l'absence de contraintes, et Rousseau, il reprend ça aussi. Alors, c'est une subtilité, hein, mais ça change un peu tout, parce que ouais, ouais, pas avoir de contraintes, c'est qu'extérieurement, on est forcé à rien, et on est limité par notre contrôle interne. non, oui, je vois très bien l'idée, mais non, en fait, le sens faire ce qu'on veut est plus fondamental pour la liberté chez les. Oh, alors, chez les cyniques, c'est dur à dire parce qu'on n'a pas de texte, mais chez les stoïciens, c'est assez clair. L'idée, c'est que l'absence de contrainte est secondaire, parce que pour les stoïciens, par exemple, imaginons que je sois contraint d'une certaine façon à finir en prison. Voilà. Imaginons. On peut prendre force, on m'amène en prison. Pour les stoïciens diraient, bon, je suis quand même libre parce que j'ai jamais pas voulu être en prison. Donc, c'est clair que dans les écrits des stoïciens, le sens de liberté comme faire ce qu'on veut est plus fondamental que l'absence de contrainte. Parce que sinon, on ne sait pas ce qui compte comme une contrainte pertinente ou pas. Parce que dans ce cas-là, on pourrait dire, voilà, l'un des principes du stoïcisme, c'est si je suis en prison mais que je n'ai pas voulu pas être en prison, je suis libre. Tandis que si on le prend juste comme absence de contrainte, c'est clair que j'ai quand même été un peu contraint d'être en prison. Clairement, ouais. Ouais. Mais donc, ce serait le cas, par contre, pour les cyniques. C'est dur à dire, on n'a pas de texte. C'est pour ça que je dis que c'est dur à dire. On n'a que ce qu'en rapporte Diogène et c'est très difficile de juger. Donc je ne me prononcerai pas parce que sans données textuelles là-dessus, c'est beaucoup plus difficile. Parce que dans la notion de la liberté qu'on a, qui est de faire tout ce qu'on veut, elle est illimitée, cette notion. Tandis que dans l'absence de contrainte, elle est forcément limitée. Mhm. Elle paraît peut-être beaucoup plus pertinente dans ce cas-là. Ouais, mais souvent dans l'Antiquité, c'est souvent défini, par exemple, dans le Gorgia, si vous vous rappelez, finalement, Socrate et Polos s'entendent sur l'idée que être libre et puissant, c'est faire ce qu'on veut, finalement. Hein, c'est pas l'absence de. Donc la définition de la liberté comme faire ce qu'on veut, elle est assez courante dans la philosophie grecque. Ouais, mais disons, sous la limitation de ne pas être contraint à faire ce qu'on ne veut pas. Bah, on ne peut pas être C'est contraint. plus fondamental. Bah, non, parce que pour les stoïciens, on est plus ou moins contraint par le Oui, pour destin. les stoïciens, Ouais. j'approuve, d'accord. Mais je veux dire, on peut prendre un exemple contemporain qui est quand même éloigné de la Grèce antique, mais on peut être contraint de faire beaucoup de choses qu'on ne veut pas, Oui. dans le but de faire beaucoup d'autres choses qu'on veut, et comme faire un travail qu'on ne veut pas vraiment pour avoir l'argent pour faire beaucoup de Oui, choses. en fait, la différence, c'est que dans la philosophie contemporaine, en fait, c'est ça. Dans la philosophie, alors je suis désolé, j'arrête là pour ceux qui doivent partir. Dans la philosophie contemporaine, on va défendre vraiment plutôt l'idée de liberté comme pouvoir faire ce qu'on veut. Ça veut dire que même si là, par exemple, j'ai pas envie d'être ailleurs, si je suis contraint d'être ici, je suis pas libre, ok? Parce que ce qui compte, c'est pas que je sois en train de faire ce que je veux, c'est que si je voulais faire quelque chose d'autre, je pourrais le faire. Hein. Les stoïciens, eux, c'est pas ça. C'est si je fais ce que je veux, je suis libre, même si j'ai pas la possibilité de faire autrement. Est-ce que vous voyez la différence entre Ouais, faire ce qu'on veut et pouvoir faire ce qu'on veut? Si on définit la liberté comme pouvoir faire ce qu'on veut, la contrainte est très importante. On est d'accord? Si on définit la liberté comme faire ce qu'on a envie de faire, alors la contrainte est accessoire. Même si je suis contraint d'une certaine façon, à partir du moment où je suis contraint à faire ce que j'ai envie de faire, je suis libre. elle est acceptable que chez les stoïciens. C'est dur à dire. Il n'y a pas énormément de discussions très poussées de la liberté dans la philo antique, en fait. C'est ça qui est un problème. Oui. Mhm. Se sentait libre quand il était en prison parce qu'il n'avait jamais écarté l'idée d'aller en prison. Ça dépend de ce qu'on appelle écarter l'idée, mais l'idée, c'est que si ça ne lui posait pas de problème d'être en prison, elle est libre pour les stoïciens, oui. Voilà. Donc, on se revoit la semaine prochaine pour finir le stoïcisme. Et voilà, je mettrai un texte de John Stuart Mill à lire pour la semaine prochaine.